En termes de physiologie, on ne va pas la réinventer, elle est simple. Il y a 4 moyens d'avoir une hypoxémie sévère. On peut avoir l'hypoventilation, et dans le cas de nos patients, ça pourrait être par exemple de s'épuiser sur le plan respiratoire, et donc la ventilation minute diminue, la ventilation alvéolaire diminue. Il y a les anomalies de diffusion. Alors ça, on peut les rencontrer peut-être plutôt dans une deuxième phase si la pathologie liée à la pneumonie virale Covid-19 donne une fibrose pulmonaire. Il y a le chien de vrai. Alors ça, le chien de vrai, c'est la réouverture par exemple du foramen ovale perméable. Donc ça peut exister si vous avez une insuffisance cardiaque droite avec le SDRA quand les résistances vasculaires pulmonaires sont très élevées. Dans ce cas-là, les pressions droites peuvent réouvrir le FOP et avoir une pression droite supérieure à la pression gauche, créer un shunt. Et puis, il y a ce qui est le plus fréquent dans cette pathologie dont on va parler beaucoup, ce sont les inégalités des rapports ventilation-perfusion. Toujours intéressant de se remettre bien les 4 tiroirs pour parler après des mécanismes et du coup des traitements. Donc l'hypoxémie, ça tout le monde l'a vu très vite, elle est assez sévère, voire elle est extrêmement sévère chez ces patients. Et donc on sait que la P petit AO2 qu'on mesure sur le gaz du sang dans le sang artériel varie de la pression veineuse en oxygène, quand elle n'est pas oxygénée du tout, à la pression alvéolaire en oxygène autour de 150. Et donc là, on a des hypoxémies sévères, donc inférieures à 60 mm de mercure en air ambiant, qui caractérisent ces patients. En termes de lésions, initialement, on décrit, vous en avez beaucoup entendu parler, donc il y a la PCR pour faire le diagnostic viral, et puis on utilise beaucoup l'imagerie en disant que ce sont des images assez spécifiques. Vu le contexte, elles sont spécifiques. C'est-à-dire c'est un bon test, mais qui a une valeur prédictive positive intéressante si on est dans un contexte de comptage, de fièvre, de myalgie, etc. Et dans ce cas-là, ce qu'on retrouve, effectivement, ce sont des lésions en verre dépoli, plutôt périphériques, et puis qui peuvent être de plus en plus étendues. Et les radiologues, aujourd'hui, nous rendent d'ailleurs des comptes rendus avec le verre dépoli en pourcentage de surface, par exemple. Ce verre dépoli, ça correspond à des alvéoles qui sont en partie remplis de liquide inflammatoire, d'œdème ou autres, débris cellulaires, et il y a encore de l'air. Puis quand il n'y a plus d'air du tout, ça se consolide, ça se collapse et ça devient donc des consolidations comme on a sur le scanner de droite. Le temps a l'air d'être une variable qui explique qu'on passe d'un tableau à l'autre, mais on pourra arriver aux urgences des gens très hypoxémiques qui ont déjà un scanner avec des consolidations plutôt liées à la déclivité, donc à la gravité, donc postérieure s'ils étaient beaucoup allongés. Et donc c'est possible. Mais sinon, la plupart du temps, ils peuvent arriver plutôt avec des lésions en verre dépoli, donc des poumons qui ont encore de l'air de manière assez conséquente à l'intérieur, mais une oxygénation qui se fait très mal, donc des rapports ventilation-perfusion très pathologiques. Donc on a deux objectifs pour aider ces patients, c'est leur garantir une hématose suffisante. Je ne dis pas normal, on a des objectifs au moins que ça soit suffisant et pour le tolérer le mieux possible. Donc on se donne des limites sur les patients intubés, ventilés, sédatés de saturation qui ne sont jamais 100%. On peut imaginer ces recommandations des sociétés savantes depuis longtemps dans les SDRA, 88-92%. Et puis en termes de pH, vous savez qu'on s'autorise une hypercapnie permissive. Et là aussi, on ne parle pas de valeur de PCO2, mais plutôt de valeur de pH, puisque un patient, par exemple, qui était déjà insuffisant respiratoire avant peut avoir une tolérance à l'hypercapnie plus importante, parce que sa réserve alcaline est plus élevée. Donc c'est vraiment le pH qui est la limite. 7,20 étant vraiment la frontière qu'on ne veut pas passer, mais on essaie quand même de rester au-dessus de 7,30. Donc voilà nos contrôles de l'hématose. Et ensuite, dans nos ventilateurs, avec les réglages qu'on va faire, on va essayer de ne pas abîmer ce poumon qui est déjà extrêmement agressé par un virus. Et donc, on le sait, ça depuis très longtemps, et vous en avez déjà entendu parler, que le ventilateur en soi a une mortalité attribuable. Et c'est pour ça que c'est important d'expliquer et de faire des protocoles qui vont améliorer l'hématose en évitant le plus possible de léser le poumon. Dans ce cas-là, on a deux situations. Le patient qui est passif, endormi, par exemple curarisé, aucune ventilation spontanée, et on parle de lésions de ventilation mécanique type VILI pour Ventilator Induced Lung Injury. Et puis, on a les patients qui ont une respiration spontanée, qui peuvent, parce qu'ils ont une commande ventilatoire très importante, ils hyperventilent parce qu'ils ont de l'espace mort, parce que la pathologie pulmonaire ne permet pas d'avoir des échanges gazeux normaux. Dans ce cas-là, les efforts respiratoires et les pressions thoraciques négatives peuvent aggraver l'œdème pulmonaire de l'atteinte aiguë et participer aussi à une lésion surajoutée à l'atteinte virale initiale. Ce qu'on appelle PCLI, pour P c'est patient et CLI c'est self-inflicted lung injury. Le patient s'agresse lui-même en respirant spontanément. L'ESIG, la Société européenne de réanimation, avec le retour d'expérience des Italiens, a produit ce document que je vous inviterai à lire un peu à tête reposée. On va regarder deux aspects qui sont assez intéressants. Le premier, c'est de décrire chez ces patients très hypoxémiques deux phénotypes. Il y a différents travaux qui ont été publiés, des lettres sous forme de petits recueils de patients, pour déjà essayer de définir un peu ces types de patients. Donc, lié à cette hypoxémie, en premier lieu, on a deux phénotypes de patients qui sont atteints de cette détresse respiratoire. C'est ça qui est assez nouveau.
C'est qu'en fait, à la phase initiale, très probablement, avec ces lésions en verre dépoli qui sont très hypoxémiantes, le poumon est encore plein d'air et a plutôt une compliance normale. C'est le phénotype qu'on appelle L pour l'eau. Et alors, la petite astuce qui a été faite par les Italiens pour que l'eau marche avec la compliance, c'est qu'en fait, la compliance, c'est l'inverse de l'élastance. La compliance, c'est le rapport entre le volume et la pression. Plus la compliance est basse, plus le poumon est rigide. L'élastance étant l'inverse, plus l'élastance est élevée, plus le poumon est rigide. Là, comme on dit que l'élastance est basse, ça veut dire que la compliance est élevée et que le poumon est très souple. Ces patients-là, de phénotype low, L, ils ont des rapports ventilation-perfusion qui sont bas, ils ont une recrutabilité qui est basse, ça veut dire que chez eux, vouloir mettre de la PEP pour aérer plus de poumons est probablement peu pertinent, puisqu'il y a déjà plein d'air dans ce poumon. Donc, ils ont une réponse limitée à la PEP, mais ils sont quand même très hypoxémiques, et on verra après le phénomène qui peut expliquer ça. Et puis, il y a l'autre phénotype que l'on appelle H pour high. L'idée étant là de prendre plutôt des patients qui étaient hautement recrutables, probablement plus des patients avec ces consolidations en territoire déclive postérieur qui ressemblent beaucoup finalement au SDRA conventionnel. Donc voilà, ça se donne deux phénotypes d'atteinte respiratoire. À cela s'ajoute quelque chose qu'on a vu, effectivement, ils ont une commande ventilatoire très activée, ils hyperventilent, certains peuvent arriver épuisés, d'autres, quand on va les réveiller, une fois la phase aiguë et la phase prolongée avec la ventilation passive curierisée qu'on essaie de les réveiller, ils vont beaucoup hyperventiler avec une commande qui a l'air altérée. Pourquoi on dit qu'elle est altérée? C'est parce que le pH est alcalin et donc il n'est pas adapté à la commande ventilatoire. En tout cas, la commande ventilatoire n'est pas adaptée au pH. Et donc, dans ce cas-là, on a un drive respiratoire, une commande qui est un peu excessive, et on verra après comment on peut l'apprécier. Donc, c'est un peu deux caractéristiques là-dedans qui sont assez intéressantes sur ce malade-là pour arriver à bien les cerner. Ça, c'est un exemple de patient qui nous est arrivé, qui n'est pas intubé, donc qui est une phase plutôt initiale, très hypoxémiante, avec du verre dépoli, vous voyez, partout, et puis qui commence à avoir des petites zones qui se consolident puisqu'il n'y a plus d'air, et on voit que c'est assez dense sur le scanner, donc très blanc. Ces patients-là, le mot-clé, c'est de les évaluer à répétition. Ils peuvent arriver pas trop mal, puis très rapidement se dégrader en termes d'hypoxémie de plus en plus profonde, et donc il faut évaluer en continu. On peut utiliser des systèmes d'oxygénation à haut débit. Initialement, on avait plutôt dit surtout qu'il fallait éviter, mais en fait, le recours à l'intubation, à la ventilation passive à outrance, limite l'accès au ventilateur quand on a vraiment besoin et complique probablement la durée de séjour, alors que nous, on a clairement vu des patients sous Optiflow qui sont passés très bien comme ça. Il y a des sécurités à prendre quand on fait de l'Optiflow. La première étant de protéger, bien sûr, l'équipe médicale et paramédicale, l'équipe de soignants, avec un patient qui porte un masque. Ça, c'est une première chose. Et l'équipe soignante qui, quand elle rentre dans la chambre, porte aussi des masques type FFP2, puisque sous cette technique d'oxygénation, il y a une forte aérosolisation potentiellement. Donc, ça fait partie des recommandations qui ont été écrites sur ce document, que vous pouvez aussi trouver, donc écrit par Jean-Didier Ricard et relu par Jean-Michel Constantin, entre autres, et qui explique bien la prise en charge des patients en utilisant un système d'oxygénation extracorporelle, d'oxygénation par haut débit. L'algorithme qu'il propose, c'est d'utiliser un score qui est connu, qui s'appelle ROX, qui utilise trois variables. La première est le ratio entre la saturation mesurée au doigt et la FiO2 sur le système d'oxygénation à haut débit. Et ce score-là, vous le divisez ensuite par la fréquence respiratoire. Plus le score est bas, plus le patient est sévère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cet algorithme, ils ont mis non seulement des scores pour voir un petit peu jusqu'où on monte l'Optiflow et à quel moment il faut se dire qu'il faut envisager l'intubation, mais le score en soi, les valeurs choisies diffèrent. Vous voyez là, c'est entre H0 et H2. Et puis après, entre H2 et H6, ils ont un score un peu plus élevé. Et enfin, entre H6 et H12. L'idée étant de déceler au plus rapidement possible ceux qui évoluent très vite, très mal, pour ne pas se retrouver intubés dans des situations extrêmement difficiles. Il a été décrit, malheureusement, de nombreuses intubations avec des arrêts hypoxiques. Donc pour intuber dans le contexte du Covid, il y a tout d'abord, et c'est indispensable, la protection individuelle, mais en fait la protection des soignants, parce que si tout le monde est malade après avoir intubé le premier patient, 15 jours après, on ne sert plus à rien. Donc ça, c'est absolument indispensable, et vous avez déjà bien pris les devants sur toutes ces mesures et considérations. On disait de ne pas faire de VNI, plutôt de l'oxygénation à débit de principe. C'est des choses qui peuvent se discuter au cas par cas. On va en revoir un petit peu après. Tout le monde aujourd'hui fait des inductions à séquence rapide.
Après, est-ce que c'est avec de l'esméron, de la cello? Bah, ça veut dire c'est faites comme vous faites d'habitude. Est-ce que vous utilisez de manière aisée dans votre quotidien? Il ne faut pas changer pour ça, c'est pratique. L'intubation, on a tendance à prendre des sondes une demi-taille au-dessus, d'autant plus si on utilise des sondes, par exemple, avec des ballonnets coniques, où on sait déjà qu'on utilise souvent des sondes d'une demi-taille au-dessus. Par exemple, nous, les sondes d'aspiration sous-boutique, c'est toujours au moins une demi-taille au-dessus. On veut éviter au maximum, forcément, les fuites qui aérosoliseraient la chambre ou l'espace dans lequel est mis le patient. Une fois qu'il est intubé et qu'il est étanche, on diminue nettement les risques. Pour intuber, ce qui était préconisé, et nous on a mis ça aussi en place à Bordeaux, c'est d'utiliser plutôt un vidéolaryngoscope pour ne pas avoir la tête trop proche de la bouche du patient. Et puis enfin, bien sûr, ça va être de vérifier tout le temps si le ballonnet est bien gonflé. Et il y aura une stratégie un peu différente qui est qu'on n'allumera le ventilateur que quand le patient sera intubé, ballonnet gonflé, pour éviter d'aérosoliser le plus possible la chambre. Donc ensuite, le matériel, donc je vous ai dit ce vidéolaryngoscope, c'est son intubation d'une taille un peu plus élevée. Si on utilise des bavus, il faut absolument leur mettre un filtre antibactérien, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, tous les filtres qu'on utilise sont à 99,9% antimicrobiens. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Les médicaments, je dis, faites ce que vous savez faire d'habitude pour les inductions en séquence rapide. Le ventilateur, on vérifie qu'il est allumé, bien sûr. On prévoit d'ailleurs les réglages à l'avance, c'est plus simple. On a tout en chambre qui est prêt pour l'aspiration, l'intubation, le plateau, les branchements, pour ne pas perdre de temps. On essaie d'être 2 dans la pièce, pas plus, pour ne pas prendre de risque d'autres personnes, et donc un binôme qui va travailler ensemble. Et puis ensuite, au niveau du, ventilateur, enfin d'ailleurs du matériel, donc je dis la sonde d'intubation, plutôt des vidéos laryngos, le bavu, et ensuite sur le ventilateur, ce qu'on rajoute, enfin ce qu'on faisait nous au début, c'est qu'on utilisait 2 filtres, un au plus proche du patient. Donc ces filtres-là, qui sont des filtres pour essayer d'humidifier les voies aériennes, c'est important de savoir que pour que ça marche bien, normalement, il faut que ça soit disposé à l'horizontale. Ce qui n'est pas facile quand il est au bout de la sonde d'intubation, il est très souvent posé sur le thorax et donc plutôt vertical. Auquel cas, l'eau par déclivité qui est expirée va avoir tendance à tomber et donc l'air plutôt à passer au-dessus et humidifier moins bien. Donc ça, c'est un premier problème. Nous, au bout d'une semaine, on avait mis des filtres comme ça, donc au plus près du patient pour humidifier, et aussi sur la valve expiratoire du ventilateur pour qu'il n'y ait pas de risque pour protéger et filtrer l'air expulsé dans la chambre. Ça a rapidement créé des problèmes qu'on connaissait bien avant. Donc ça, c'est un patient de mon service qui a bouché sa sonde et qui a fait un arrêt cardiaque sur une obstruction de sonde. Bon, les choses ont bien évolué, il est extubé maintenant, mais on a du coup quand même réutilisé beaucoup plus les cocottes, donc les humidificateurs chauffants, qui elles aussi sont un système clos avec un filtre et donc qui ne posaient pas de problème. Initialement, on nous a dit oh là, il ne faut plutôt pas favoriser l'utilisation de ces cocottes. En voulant changer nos pratiques, on a eu des catastrophes. Les sondes se sont beaucoup bouchées avec que des filtres. Donc nous, on a repris les humidificateurs chauffants qu'on utilisait avant. Dans ça, encore une fois, il y a une vraie problématique qui est la gestion des stocks. On n'en a pas beaucoup. On arrivera bientôt au bout de ce qu'on a dans le service. Et donc, on sera obligé de repasser au filtre par un problème de réapprovisionnement. Et ça, c'est vrai du fait de l'épidémie avec beaucoup de matériel qu'on utilise. Les bases de la ventilation mécanique, on va les voir après. On utilisera donc le simulateur. Ça m'oblige à passer sur l'iPad. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la ventilation, la première étape, et on voit cette photo qui est prise dans une salle en Italie, donc ils utilisent beaucoup de la CPAP, c'est-à-dire de mettre une pression positive continue dans les voies aériennes. En fait, il suffit d'avoir juste une valve expiratoire qui freine l'expiration et donc qui crée une pression positive à l'expiration. Les casques, ce sont des choses qui ont beaucoup été utilisées par les Italiens. Ils en fabriquent. Il y a une marque italienne qui fait des casques qui sont bien, donc ils ont déjà l'habitude de cette pratique. Ça a l'avantage effectivement d'éviter l'aérosolisation quand on tousse. Cependant, s'il y a des fuites, ça peut quand même en créer. On met des filtres, bien sûr, vous les voyez là en vert, sur la branche expiratoire. Et puis, vous avez entendu parler de ces casques improvisés par Decathlon avec des embouts faits par imprimante 3D. Pourquoi pas? La CPAP, c'est l'étape numéro 1. Avec le verre dépoli et la CPAP, on sait quand il y a un peu d'œdème pulmonaire, mettre de la pression positive, ça peut améliorer l'oxygénation. Donc, c'est une méthode pour oxygéner le patient. C'est peut-être aussi une méthode, on le verra après, pour éviter que quand on a des efforts inspirateurs importants sur un poumon lésé,
d'avoir une pression expiratoire positive probablement diminue l'inflammation pulmonaire et les lésions. Ça, on le verra un petit peu après. Pourquoi faire de l'aide inspiratoire? Donc ça a été plutôt non à cause du risque d'aérosolisation et pour protéger les soignants. Maintenant, ça dépend de comment vous êtes organisé. Si c'est dans une chambre fermée avec un protocole qui est bien établi, pourquoi pas, et nous, on le fait. À des patients qui, par exemple, décompensent leur BPCO, oui, ils sont infectés à Covid, mais ils ne peuvent pas forcément être en SDRA lié au Covid, ils peuvent juste décompenser. Et donc, dans ce cas-là, pour l'hypercapnie, on peut s'en servir. Le patient qui est en OAP pour une cause cardiogénique, qui décompense peut-être à cause de son Covid, nous, ça nous est arrivé, ils étaient arrivés par les soins intensifs cardiologiques. Et donc, dans ce cas-là, oui, pourquoi ne pas faire de la VNI, mais bien sûr, il y a un risque d'aérosolisation, et encore une fois, il faut protéger les soignants. Et enfin, ce qu'on appelle l'IRA hypoxémiante de novo, donc l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante de novo, on n'a jamais eu d'étude aujourd'hui qui a montré qu'il y avait un bénéfice à mettre les patients sous VNI. Voilà. Donc ça, on le sait. Vous aviez même entendu parler de l'étude qui faisait Floralie, VNI versus Optiflow. Il y avait une surmortalité dans le groupe VNI. Ça n'a pas toujours été retrouvé dans d'autres études. Néanmoins, comme ce n'est pas recommandé, on n'est pas forcément obligé d'aller dans cette voie-là. Ça peut être une situation dégradée quand on a un manque d'accès à l'intubation, de faire la VNI un peu plus poussée. Il ne faut pas se mettre dans une situation où le patient arrive à bout de souffle, est épuisé et du coup est intubé dans une situation catastrophique. Après, sur des patients qui se fatiguent, bien sûr, l'aide inspiratoire va diminuer le travail respiratoire, mais si la lésion est évolutive, on va reculer une échéance qui est probablement obligatoirement l'intubation. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ici, ça montre juste qu'entre, c'est une étude animale, si on a de la ventilation spontanée à gauche, avec le petit carré vert, il y a deux situations. La première image est avec de la PEP et celle d'à côté est sans PEP. Donc on voit que quand on a des efforts respiratoires importants sur un poumon qui est lésé par une atteinte de type SDRA, le fait d'avoir de la pression expiratoire positive protège un peu l'aggravation des lésions. Donc pour cette raison, la CPAP, par exemple, et ce qui a beaucoup été utilisé par les Italiens avec un casque, peut être intéressante. Maintenant, le patient qu'on intube. Donc je vois qu'il y a des questions sur les chats, on répondra à la fin. Je reviendrai sur tout ça, pour les petites questions qui ne sont pas problématiques pour y répondre. Donc ça, c'est un patient intubé qui a plutôt des lésions de verre déployées qui commencent un petit peu à se condenser. On voit qu'il y a de plus en plus de densité, mais pas trop en territoire déclive. Donc lui, sur l'hypoxémie, a fini intubé. Donc il y a quand même pas mal d'air dans ce poumon. Ça, c'est une des caractéristiques qu'il faut bien garder en tête. Donc le premier travail publié par Luciano Gattinoni, qui est un de nos key opinion leaders sur l'atteinte du syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui a fait toutes les études au scanner il y a bien longtemps pour nous montrer comment fonctionnait cette lésion. Alors, il dit trois choses. Donc, ce sont ces trois carrés bleus. La première, c'est que si on fait de la ventilation non invasive et de la CPAP, il faut éviter que le patient ait des efforts respiratoires trop importants. S'il respire et qu'il tire très fort, très probablement que la pression intrathoracique, qui devient dans ce cas-là très négative, va léser le poumon, et c'est ce petit schéma ici. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle le PCD, pour Patient Self-Inflicted Lung Injury. Le virus vous donne une lésion capillaire, il y a une fuite capillaire, de l'œdème pulmonaire, ce qui va faire que les échanges gazeux ne sont pas normaux, et donc ça va altérer la mécanique. Ça augmente le travail respiratoire, donc le patient fait d'autant plus d'efforts. Plus il fait d'efforts, et donc plus il diminue sa pression alvéolaire, elle devient négative, plus ça va augmenter la pression alvéolaire intrathoracique négative, la fuite capillaire, et donc plus d'œdème, et donc ça va aggraver les échanges gazeux, etc. C'est ce concept-là, vous voyez que c'est un cercle vicieux, et donc il faut savoir couper court à ça quand le patient a des efforts respiratoires trop élevés, et le seul moyen dans ce cas-là, c'est la sédation et l'intubation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit que sur ces lésions en verre dépoli, comme il y a encore beaucoup d'air dans le poumon, même s'ils sont très hypoxémiques, probablement que mettre beaucoup de PEP ne va pas recruter grand-chose, puisque en termes de recrutement alvéolaire, il y a déjà plein d'air dans le poumon. Et si on met beaucoup d'air, beaucoup plus d'air alors qu'il y a déjà de l'air, on peut finir par avoir des phénomènes de compression hémodynamique, donc gêner le débit cardiaque, et puis être obligé de remplir plus. Et c'est beaucoup ce qui s'est passé au tout début de la phase de l'épidémie, où du fait de l'hypoxémie, des hauts niveaux de PEP ont été utilisés. Et probablement, ça, chez des patients qui étaient plutôt hypovolémiques, puisqu'ils avaient eu beaucoup de fièvre, de la diarrhée, et ça a pu aggraver un peu la situation. Dans ce cas-là, s'il y a beaucoup d'air, il y a moins d'effets positifs à attendre en termes de lésions de ventilation mécanique ou de bénéfices en oxygénation du décubitus ventral quand la compliance est élevée. Ça sera probablement plus le cas quand l'évolution naturelle de la maladie ou la surinfection ou quoi que ce soit évolue vers de la consolidation.
qu'il nous a montré dans ce premier travail, c'est que la compliance, vous voyez en bleu, elle est répartie de manière… certains ont des compliances très altérées, 20, 30, 40, et puis d'autres ont des compliances plutôt élevées, 70, 80, 90. Donc on peut un peu faire cette différenciation entre, vous avez vu ces deux phénotypes, low et high, en fonction finalement de l'atteinte respiratoire. Dans les deux cas, il y a un shunt important qu'on mesure assez facilement avec un capnographe, je vous montrerai après. Donc l'idée pour dire pourquoi il y a autant de shunt alors qu'il y a plein d'air dans le poumon. Ça veut probablement dire qu'il y a un problème de perfusion. Néanmoins, le fait qu'on baisse, si on ne met pas de PEP, on a des effets sur l'oxygénation qui sont assez significatifs. Donc pourquoi la PEP améliore tant l'oxygénation s'il y a déjà plein d'air dans le poumon et qu'il n'y a pas de recrutement alvéolaire? C'est parce qu'en fait, c'est très probablement plutôt un problème de reperfusion, enfin de distribution de la perfusion. Là, c'est une image classique. On a deux alvéoles, le sang veineux qui arrive en bleu, qui est oxygéné et repart en rouge. Si on veut mesurer le shunt dans le poumon, c'est très simple. On met un capno sur le circuit du patient, qu'on peut brancher sur le filtre, par exemple. Et dans ce cas-là, on va récupérer le CO2 end-tidal CO2, donc le CO2 de fin d'expiration. Et si on fait un gaz du sang et qu'on a la pression partielle d'oxygène dans l'artère, artérielle, en CO2, pardon, le rapport des deux, plus il tend vers 1, plus c'est normal, plus il tend vers 0, plus il y a un shunt important. Donc, c'est un moyen assez facile, et c'est ce que vous voyez tout à l'heure en rouge, d'évaluer le shunt. Quand on a cette lésion en verre dépoli dans l'alvéole, normalement, la vasoconstriction pulmonaire hypoxémique doit vasoconstricter le vaisseau en regard pour diminuer au maximum, pour améliorer au maximum l'oxygénation et les rapports ventilation-perfusion. Ça, c'est le rôle de la vasoconstriction pulmonaire hypoxémique qu'on appelle VPH. Il est possible que, lié au Covid, cette VPH ne fonctionne pas bien. Du coup, le vaisseau reste dilaté. Sur certaines autopsies, ce ne sont pas des données encore publiées, on décrit des vaisseaux très dilatés. Donc peut-être que c'est ça. Et donc, comme le sang passe rapidement dans ces zones mal ventilées, ça crée un shunt important, un effet shunt important. Donc ça, c'est une hypothèse physiopathologique. Alors comment on pourrait améliorer ça? Il y a plusieurs façons. Paolo Peosi, qui est un des experts italiens sur la ventilation, dit nous, on n'arrive pas à descendre la PEP très souvent en dessous de 12-13 cm d'eau, alors qu'il y a plein d'air dans le poumon. On pense que la PEP joue un effet vasoconstricteur sur le shunt. Comment ça fait ça? En fait, quand vous mettez de la PEP, comme ça remet de la pression, ça écraserait le vaisseau. Et ça redistribuerait donc un hyperdébit vers un peu moins de débit, et donc ça jouerait sur les rapports ventilation-perfusion. Dans ce cas-là, on peut imaginer que dans ce groupe de patients, de type de patients, si le sang repasse par l'autre côté, on peut aussi améliorer les choses en testant le NO. Et l'idée dans ce cas-là n'est plus de comprimer du côté malade, mais de vasodilater du côté ventilé. Et donc, c'est des choses qui peuvent se tester. Nous, on utilise cette petite bouteille pour aller tester individuellement le patient. On ne rentrera le matériel à NO que s'il est répondeur. Tous ne le sont pas, mais là, on a un patient dans le service qui l'est assez fortement, et donc lui, il reste sous NO. Alors, on dit souvent qu'il y a une tachyphylaxie du NO, enfin, il y en a une, c'est clair. Donc, au bout de quelques jours, le NO finit par un peu diffuser partout dans le poumon et vasodilate finalement aussi bien les zones malades que pas malades, enfin, mal aérées que bien aérées. Et donc, voilà, c'est pour ça que l'effet se perd le plus souvent. Si on regarde ces patients qui ont une compliance normale ou élevée, donc ce groupe-là, ce qui est sûr, c'est que alors qu'ils ont des shunts importants, donc ils ont besoin d'une FiO2 élevée, on va être contraint à faire un peu attention au niveau de PEP qu'on met. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le SDRA, beaucoup utilisent des tables PIP et FiO2. Donc ça, c'est surtout les Nord-Américains. C'est-à-dire qu'en fonction de la FiO2 qu'on utilise, on a un niveau de PEP qui est proposé. Mais là, si vous avez une hypoxémie qui est très importante sur des atteintes liées au Covid, mais que la compliance est plutôt élevée, la pression motrice va être basse. Et vous voyez, dans cet exemple, là, je mets une compliance à 82 ml par centimètre d'eau. La compliance explique donc que la pression motrice pour un VT à 600 ml reste relativement basse. Donc le shunt est important, l'hypoxémie est sévère, la compliance est élevée et la pression motrice est basse. Si on utilise ces tables, comme je vous disais, PIP et FiO2, on va voir que pour les SDRA sévères, ce qui est proposé, c'est d'aller plutôt… donc la table avec la basse PEP, c'est déjà à 80% 14 de PEP. Si on utilise la table avec la haute PEP, à 80%, c'est 22 de PEP. Le plus souvent dans ces études, les PEP moyennes, alors que les FiO2 pouvaient être élevés, n'étaient pas à 22, 23, 24. Pourquoi? Parce que dans le SDRA sévère, avec PF inférieur à 150, comme on voit dans la conférence de Berlin,
le plus souvent, la compliance est aussi altérée. Elle n'est pas à 60, 70, elle est plutôt 40, 35. Dans l'étude express, elle est autour de 38. Donc, ce sont des compliances plus basses. Et donc, quand on a dû monter la PEP, il y avait une autre règle sur ces tables PIP et FiO2, pardon, qui était de dire qu'il ne faut pas que la pression de plateau dépasse 30. Dans ce cas-là, on mettait, par exemple, quand on avait une FiO2 à 80%, c'était proposé 22 de PEP, mais à 16, la pression de plateau était déjà à 30, donc on arrêtait. Cette nouvelle atteinte respiratoire liée au Covid, comme dans la phase aiguë, l'hypoxémie est très sévère, les FiO2 sont élevés pour certains, alors que la compliance est encore bonne, il ne faut probablement pas utiliser ces tables-là, parce que la faible recrutabilité déjà vous montre qu'en termes de recrutement alvéolaire, ce n'est pas très efficace. Par contre, ça peut avoir cet effet de compression et de redistribution de la perfusion. L'intérêt, c'est de dire que vous allez chercher à titrer la PEP peut-être sûrement au-dessus de 10 et probablement en dessous de 16 en regardant l'effet sur la PO2 ou sur la saturation en oxygène au doigt. L'idée étant qu'il faut utiliser, s'il y a un shunt important, une FiO2 pas trop élevée. Je vous rappelle que si le shunt est supérieur à 50%, au-delà de ça, l'effet de la FiO2 sur la P petit AO2 est assez limité. Donc, s'il y a un shunt important, on peut avoir la même PO2 à 90% des FiO2 qu'à 80%. Donc, on va chercher la FiO2 qui est la plus basse pour avoir une PO2 acceptable. Et ensuite, on pourra monter la PEP si ça améliore la PO2 en termes de perfusion. Mais il faudra faire attention à ce que cette augmentation de PEP ne baisse pas le débit cardiaque et ne crée pas de rétention, nécessité de remplir plus le malade. Donc, regardez surtout les effets indésirables. Donc, voilà un exemple de patient qui a 20 PEP, qui a une compliance à 80. Vous voyez que sa pression de plateau est encore à 25. Donc, on n'a pas atteint les 30. La FiO2 est élevée à 85%. Et en bas, les deux courbes en marron représentent le volume courant qui, sur un ventilateur, part toujours de zéro, mais en fait ne devrait pas partir de zéro. Il devrait partir, pour le niveau de PEP qu'on a choisi, du volume téléexpiratoire. Et donc, à chaque fois que vous allez mettre de la PEP, le volume téléexpiratoire va augmenter. Et ici, on voit qu'entre PEP 0 et PEP 20, on a obtenu pratiquement 1,8 litre, qui, pour une dame d'un mètre 60, ce qui est le cas de cette simulation, représente une grosse partie de sa CRF. Donc, elle a une énorme part de volume en plus liée à cette PEP, ce qui peut donner ces phénomènes d'hyperinflation et donc avoir plutôt des effets délétères sur l'hémodynamique, ce qu'on ne cherche pas à avoir. Le deuxième phénotype, qui est plus classique, c'est le phénotype H. Donc lui, c'est le patient qui évolue. Donc en haut à gauche, il était avec peu de condensation. Et puis vous allez voir que les trois autres patients, donc ce sont que des patients de mon service, avec les pneumonies, ces pneumopathies à Covid, avec des condensations qui sont apparues dans celui en bas à droite qui est extrêmement condensé, pratiquement tout le poumon gauche et une bonne partie du poumon droit. Donc ça, c'est plus classique. Dans ce groupe-là, on fait beaucoup, indépendamment des groupes, on fait beaucoup d'imagerie. Donc là, je montrais des scanners. C'est aussi possible de faire de l'échographie. L'échographie pour les zones en vert dépoli, comme on voit au scanner, c'est de rechercher des lignes B qu'on voit là. Donc plus il y a de lignes B, plus il y a de vert dépoli, donc plus il y a d'œdème. Et puis on peut rechercher aussi des consolidations. Donc là, c'est une perte d'aération. Donc en échographie, ça se voit plus facilement avec un poumon qui finit par être hépatisé. Ici, c'est un patient d'avant-hier qui est très consolidé, avec un peu d'épanchement. On voit bien le poumon. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'à chaque battement cardiaque, vous voyez le gros vaisseau de l'artère pulmonaire qui augmente ici. Et ça vous donne bien une idée du shunt. Alors, on aurait pu mettre du Doppler couleur. Bon, je n'y avais pas pensé sur le coup. Mais là, on voit très bien le vaisseau qui apparaît à chaque battement cardiaque. Donc, ces consolidations-là, elles se cherchent à l'échographie ou au scanner pour avoir une idée de l'évolution de la pathologie du patient sur ces réglages de ventilation. Donc là, on est sur l'autre partie, la partie plutôt compliance basse. Et ces malades-là, ils sont plus conventionnels, ça veut dire qu'on va être obligé de monter la PEP pour essayer de recruter. Et donc, on cherche du recrutement alvéolaire. Et comme la compliance est plutôt basse, on va être assez vite limité en valeur de PEP par la pression de plateau. Et ça, c'est assez habituel. Et c'est pour ça que le retour d'expérience des Italiens et ce papier de Gattinoni que je vous montre avec ces deux phénotypes est assez intéressant pour comprendre ce qui se passe. On pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de comprendre et qu'on va juste titrer la PEP à chaque fois, voir l'effet sur les FiO2, vérifier que la PO2 monte et qu'on n'a pas de débit cardiaque qui baisse. C'est une façon très pragmatique et tout à fait justifiée d'apprécier les choses. Ici, dans ce cas-là, on a aussi toujours une haute FiO2 parce qu'il y a du shunt. L'hypoxémie est sévère, mais par contre, la compliance est plus basse, vous voyez 34, et la production motrice plus élevée à 13. Ce qu'on sait dans le SDRA conventionnel, c'est que quand on a utilisé des hautes PEP,
par rapport à des protocoles avec des basses PEP, c'était plutôt lié dans les SDRA, donc avec des rapports PF inférieurs à 200, c'était bien lié à une réduction de la mortalité significative. Donc, on a plutôt envie, dans ces phases consolidées, d'aller utiliser des hauts niveaux de PEP. Donc, ça aussi, on verra tout à l'heure pour la simulation. Je passerai sur la tablette pour parler des réglages du ventilateur. Ça, c'est un article qui est assez intéressant, qui vous explique une chose très simple, c'est que quand on augmente la PEP, si cette augmentation de PEP est associée à une augmentation de l'oxygénation, on va diminuer la mortalité. Donc en fait, ce qu'on va faire quand on augmente la PEP sur la mortalité dépend si ça augmente ou si ça baisse le rapport PO2 sur FiO2. Donc ici en rose, cette petite ligne rose qui est liée avec en abscisse le rapport PF, en ordonnée la probabilité de mourir, la mortalité, on voit que par rapport à 0, d'un côté, quand on a augmenté la PEP, si ça a baissé le rapport PF, la mortalité augmente. Par contre, quand on a augmenté la PEP, ça a augmenté le rapport PF, la mortalité diminue. C'est un lien statistique, mais c'est à garder en tête quand vous allez choisir vos niveaux de PEP chez les patients, vérifiez l'effet sur l'oxygénation et aussi surtout sur le débit cardiaque, toujours pour l'effet indésirable lié à beaucoup de PEP. Ici, c'est une technique d'imagerie que je vous ai mis pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, ce sont des SDRA COVID du service. C'est ce qu'on appelle la tomographie par impédance électrique. Ça permet juste de faire comme une coupe de scanner, mais c'est fait au lit du patient avec une ceinture qui envoie des courants électriques d'impédance pour mesurer des variations de volume. Ce que ça permet de faire, donc c'est ce patient avec ce scanner, par exemple à gauche, ça permet quand on titre la PEP de voir sur ces images ici en bas, si quand on augmente petit à petit la PEP, on fait plutôt dans l'autre sens, on part d'une PEP élevée, on diminue, et on va regarder si ça crée de la surdistension ou du recrutement. Le code couleur est assez simple, surdistension en orange, collapsus en blanc. On voit, donc on crée deux courbes, et on voudrait être à l'intersection, c'est-à-dire le niveau de PEP qui fait qu'il y ait moins de surdistension et aussi moins de collapsus. Donc là, on voit que les niveaux sont différents entre ces deux patients pour des titrations de PEP, 20, 15, 11, enfin on essaie de faire 5 en 5. C'est juste pour vous dire que vous voyez que c'est assez différent entre les patients, et c'est pour ça qu'utiliser uniquement des tables PIP et FiO2, c'est à ses limites, puisqu'on voit bien que la mécanique respiratoire des patients est importante à prendre en compte. Il y a des outils pour mesurer la recrutabilité des patients. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est un article qui a été fait récemment, ça s'appelle le ratio recrutement-inflation. Vous pouvez lire cet article pour voir comment ça se fait. Ça utilise juste de 3 étapes de réglage du ventilateur. Ce n'est pas très compliqué. Et c'est bien associé, bien corrélé à 2 choses, le rapport PO2 sur FiO2 et l'espace mort. Vous pouvez regarder, il y a une vidéo sur le site qui explique comment on le mesure, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Le décubitus ventral, donc ça, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour ces patients qui ont un SDR, un Covid. Pourquoi on fait ça? C'est plutôt dans la phase où ça se consolide, où on voit ici les territoires postérieurs qui sont extrêmement condensés. Il y a encore de la ventilation dans le lobe supérieur droit, mais pas beaucoup. Et donc, on va essayer de recruter les territoires postérieurs en retournant le patient. Quand est-ce qu'on le propose? Une fois que vous avez bien réglé la PEP en utilisant ce protocole, alors Express, c'est celui qu'on va voir après, c'est le fait de régler la PEP pour que la pression de plateau soit entre 28 et 30. Si le PF reste toujours inférieur à 150, on met les patients à plat ventre. On regarde à l'échographie l'évolution des lésions quand il y a des consolidations qui apparaissent, et dès qu'il y a des consolidations, on met les patients à plat ventre pour aérer ces consolidations qui sont des cliffs postérieurs, là où le patient est allongé sur son dos. On les retourne. Je vous montre encore cet outil qui nous permet de voir comment se ventile le patient au lit du malade. Donc, c'est un autre patient qui a un SDR1 Covid dans le service. Et donc là, c'est assez simple. En haut, vous avez 100% du volume courant. Donc, c'est le volume courant. Et ensuite, vous avez 4 tranches qui sont des tranches. La coupe est une coupe de scanner de 5 cm d'épaisseur. Et on va couper le scanner sur cette coupe de scanner. On va faire 4 tranches. La zone 1 est antérieure, la zone 4 est postérieure. Et donc, le trait bleu non plein, c'était au départ du décubitus ventral. Donc, on voit qu'on avait par exemple 23% dans le territoire antérieur. Par contre, on avait 7% tout en bas dans le territoire postérieur. Et puis, on va mettre le malade à plat ventre et on va aller regarder au moins 16 heures après comment se répartit cette ventilation. On voit par exemple que le territoire postérieur, la zone 4 en bas, la ventilation était de 7% avant le DV. Et une fois qu'on a passé 16 heures en DV, on a obtenu 32%. C'est le scanner que vous avez vu juste avant, avec une condensation qui était extrêmement prononcée.
Donc, c'est une bonne nouvelle. Sur ce scanner-là, quand on mettait de la PEP, il n'y avait aucune recrutabilité. Mais le fait de le mettre à plat ventre lui a complètement réaéré. Donc, il est répondeur en termes d'aération pulmonaire. En termes d'échange gazeux, il avait très peu varié en rapport PO2 sur FiO2. Ça dépend de la redistribution des rapports ventilation-perfusion. Mais vous allez nettement améliorer l'aération pulmonaire quand vous allez le remettre à plat dos. Ce qu'on voit ici, l'image, c'est qu'en bleu, c'est la perte d'aération, c'est le gain d'aération, et en orange, c'est la perte d'aération. Donc, l'image du milieu, vous aviez en postérieur initialement rien, et donc là, c'est cette image au bout de la séance de DV. Le fait de l'avoir retourné vous a inversé. La zone qui n'était pas ventilée est devenue ventilée, la zone qui l'était ne l'est plus. C'est ça aussi qu'on cherche avec le décubitus ventral. Ce n'est pas uniquement d'améliorer l'oxygénation. Souvent, j'entends « Ah, il n'a pas augmenté son SAPO2, il n'est pas répondeur au DV ». C'est une des idées en faisant du DV d'améliorer la PO2, mais pas uniquement. Vous imaginez bien que là, si la ventilation est agressive en termes d'étirement du poumon, vous allez, avec le DV alterné tous les jours, changer la zone qui va se léser. C'est l'idée de prendre une claque non plus sur une seule joue, mais sur une joue différente un jour sur deux. Et donc, c'est ça qui peut permettre d'expliquer en partie la mortalité réduite par l'utilisation du décubitus ventral dans l'étude ProSEVA du professeur Guérin. La première étude qui a été publiée sur les DRA Covid, donc les patients qui étaient en Chine, donc ça a été publié avec Lu Chen, qui est en fait un Chinois qui était en thèse et fellow à Toronto dans l'équipe de Laurent Brochard, et donc qui a permis d'utiliser et de faire du recueil de données et de faire la première publication, donc c'est la première qui a été publiée, qui montre que quand même sur ces séries de 12 cas de patients où la mécanique respiratoire a été enregistrée, on a des patients très sévères, vous voyez 128 de P sur F, avec une pression de plateau à 30, une pression motrice élevée, supérieure à 15, qui est la valeur à partir de laquelle la mortalité est associée plus élevée, au-delà de 15. Et donc là, on voit qu'on est déjà à 22. Et puis la compliance qui est basse chez ces malades, avec 20 de compliance en moyenne. Il a comparé les patients chez qui ils avaient fait du décubitus ventral par rapport à ceux qui n'avaient pas fait de décubitus ventral, et il a utilisé cet index, ce ratio inflation-recrutement qui se mesure sur le ventilateur pour voir s'ils étaient répondeurs à la PEP. Avant le décubitus ventral, c'est ce scanner que je vous ai mis du service en haut à droite, le RI était en dessous de 0,5, donc peu recrutable. Le lendemain matin, après avoir fait des séances de DV, ça peut nettement s'améliorer. Là, on voit que dans le groupe qui a eu du DV, la recrutabilité est plus intéressante, plus importante. Et ce patient du CHU, de mon service, quand je vous ai mis le scanner, lui aussi, on lui a mis l'EIT. C'est lui qui a eu cette inversion complète de la redistribution de la ventilation. Une fois qu'on l'a mis à plat ventre, la veille, son RI était très faible, donc très peu recruteur, 0,1, donc inférieur à 0,5. Et le lendemain, il avait un RI supérieur à 0,5 jusqu'à 1,5. Et donc, le DV avait un peu débloqué cette situation où tout ce qui était postérieur était condensé et bloqué. On avait un petit peu de ventilation devant. Et donc, le décubitus ventral a permis de retrouver une efficacité de la PEP et secondairement d'améliorer nettement l'oxygénation. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du décubitus ventral, vous pouvez la regarder sur YouTube, tout simplement. Il y a la vidéo de l'article du New England qui avait montré que dans le groupe qui avait une forte réduction de la mortalité pour le traitement du SDRA, l'étude ProSEVA du professeur Guérin. Protection à mettre, donc ça, on trouve plein de documents. Gelo sur les épaules au niveau des points d'appui. On a aussi des boudins qu'on a reçus là récemment dans le service qui se gonflent, des petits boudins plastiques. Il faut que les pieds du patient, il ne faut pas que le pied du patient, le tendon d'Achille soit rétracté. Donc, il faut soit reculer le patient pour qu'au bord du lit, le pied pende, ou alors mettre un coussin sur la crête tibiale pour que le pied ne soit pas en équin forcé. Protéger bien sûr les yeux, c'est très important. Et on est au moins 3, voire 4 pour faire ce retournement avec une personne à la tête. Voilà. Et puis c'est un travail d'équipe, il faut s'entraîner à faire ça. Donc nous, on est le 13e jour de décubitus avec le Covid. On continue, on voit une progression. Si on regarde le rapport PO2 sur FiO2 un petit peu, et donc on revient d'une situation catastrophique vers une situation plus normale. Il ne faut rien lâcher, ça c'est clair. Donc ce qu'on peut proposer pour faire simple, là je vous expliquais beaucoup essayer de comprendre les choses, mais on peut avoir une approche beaucoup plus pragmatique. On met 7-8 cm d'eau de PEP, le rapport PO2 sur FiO2 est supérieur à 150.
ben voilà, la situation est contrôlée, on en reste là. On peut dire que c'est un protocole basse PEP. La situation ne permet pas d'obtenir un rapport PF supérieur à 150. Donc là, on peut utiliser le protocole express avec quand même une mesure qui est que si la compliance est élevée, on n'ira pas chercher des pressions, des PEP trop importantes, parce que la pression de plateau restera trop basse. Donc, je vais vous montrer après comment on fait le protocole express sur le simulateur. Dans ce cas-là, on pourra regarder s'il n'y a pas de recrutabilité. Alors, ça peut être en utilisant le ratio RI, à rester à des PEP plus modérés. En tout cas, si la PEP à 7-8 ne suffit pas, on peut titrer la PEP et voir tant qu'il y a un effet sur la PO2, continuer à augmenter en vérifiant toujours qu'on n'a pas de diminution du débit cardiaque. Si on a une diminution du débit cardiaque ou qu'il n'y a vraiment pas de recrutabilité, on reste à des niveaux plus modérés de PEP, ou on remplit le patient si on pense que c'est nécessaire. Et enfin, si le rapport PF, malgré la PEP qu'on essaie d'optimiser en fonction de biophénotype, reste inférieur à 150, on met les patients en décubitus ventral pour changer, la répartition de la ventilation, et c'est probablement l'objectif sur les lésions type Vili, et aussi, si on peut, et c'est toujours bien, améliorer l'oxygénation. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que la PO2 ne monte pas qu'il faut arrêter de faire des décubitus ventrales. Les curares, on met beaucoup de curares à la phase initiale. On a toujours mis beaucoup de curares en France après l'étude Accurasis. Tous les pays ne font pas ça. Certains utilisent des curares que quand on a des problèmes. En gros, quand il y a une mauvaise interaction patient-ventilateur, un patient peut être tout à fait passif sans curare en utilisant simplement de la sédation. C'est plus souvent le cas quand il est monodéfaillant. Quand il commence à avoir des problèmes hémodynamiques, on est plus contraint avec la sédation et donc on utilise plus facilement les curares. Ici, je vous montre un patient donc chez qui on enregistre en bas, c'est la 4e courbe, l'activité électrique du diaphragme. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ce n'est pas toujours facile de dire que le patient a une bonne interaction avec son ventilateur. Ici, on a réglé la fréquence à 20 et le patient a une fréquence à 20. Mais en fait, dans le cycle, il respire. C'est-à-dire que quand le ventilateur insuffle, le patient s'en rend compte. C'est ce qu'on appelle des reverse triggering ou de l'entraînement. Et on voit que la contraction l'insufflation du patient par le ventilateur entraîne secondairement une contraction du diaphragme, ce qui aspire un peu d'ailleurs la pression de plateau. Ça veut juste dire que la pression de plateau donc, est sous-estimée, d'une part, et puis qu'à l'intérieur du cycle, finalement, il y a ce que souffle le ventilateur et puis il y a ce que aspire le patient. Et puis par moment, ça peut créer ce qu'on voit secondairement, ici, des doubles déclenchements. Alors, s'il y en a beaucoup, ça, c'est une mauvaise interaction patient-ventilateur parce que ça veut dire que c'est plus 6 millilitres kg, mais 12 millilitres kg assez souvent. Pourtant, on a l'impression d'avoir 20 fréquences, 20 réglées, mais le patient respire à l'intérieur du cycle. C'est gênant si ça déclenche en volume contrôlé beaucoup de doubles cycles. Donc ça, c'est à vous de regarder et on voit de manière assez facile. C'est-à-dire qu'on avait insufflé 410 et le cycle d'après, on récupère 0 parce qu'il y a un deuxième cycle qui est insufflé. Et donc, ensuite, on va récupérer 820 millilitres de volume courant. Enfin, il y a la pression plateau chez monsieur tout le monde et puis il y a la pression de plateau chez l'obèse. Alors là, il y a une petite spécificité, mais en fait, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, déjà quand on fait de la chirurgie bariatrique et ensuite quand on fait de la cœlioscopie. Pourquoi? Parce que dans ces deux situations, on va augmenter de manière considérable la pression pleurale. Ça veut dire qu'en fait, si la pression pleurale est augmentée, ça peut être lié à l'obésité pour la chirurgie bariatrique, ça veut dire qu'en fait, on a une masse sur la cage thoracique, sur la paroi thoracique, qui va donc d'une certaine manière rigidifier, diminuer la compliance de la paroi thoracique. Si on appuie sur la cage thoracique, l'alvéolaire va augmenter, mais la pression pleurale aussi. Les deux pressions augmentent. Si le volume pulmonaire est que la pression transpulmonaire est restée identique. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire qu'en fait, c'est exactement comme un ballon dilaté. C'est lié à la contrainte autour du ballon. Et donc, chez l'obèse morbide, c'est la même chose. On va pouvoir s'autoriser des pressions de plateau plus élevées. Alors souvent, on me dit, oui, alors comment on peut faire pour savoir combien? Le seul moyen pour savoir combien, exactement, c'est assez compliqué, c'est de faire ce qu'on appelle la partition. Ça veut dire qu'on met un ballonnet dans l'œsophage pour mesurer la pression œsophagienne parce qu'elle est le bon reflet de la pression pleurale. Ça a été validé sur différents travaux. Ce n'est pas une valeur complètement parfaite, bien sûr, parce qu'il y a toujours des gradients dans la cage thoracique, mais à l'endroit où elle le mesure, c'est assez reproductible et assez utile. Et donc, c'est ce petit exemple que je vous mets à droite, qui est dans une revue de la littérature faite par Arthur Slutsky et le professeur Ranieri dans le New England en 2013, qui montre un patient anesthésié normal qui a une pression alvéolaire à 9
et une pression pleurale normale à 1 cm d'eau. Donc sa pression transpulmonaire, c'est 8, normal. Et puis le patient d'à côté qui a une paroi thoracique rigide, chez qui la pression alvéolaire est à 30, mais liée à une pression pleurale beaucoup plus élevée, à 25, et donc lui aussi, finalement, une pression transpulmonaire pas très élevée, à 5 cm d'eau. Dans un cas, j'ai 9 cm d'eau de pression alvéolaire, dans l'autre cas, j'ai 30, mais en fait, ce n'est pas lié à la même raison, et donc la pression transpulmonaire qui étire mes alvéoles et qui pourrait l'abîmer est la même. Donc oui, on peut autoriser des pressions alvéolaires, vous voyez, qui passent de 9 à 30 avec la même pression transpulmonaire, si la paroi thoracique, l'élastance de la cage thoracique, enfin la compliance de la cage thoracique, pardon, est anormalement basse. Alors ça peut être lié à de l'obésité, ça peut être lié à une occlusion intestinale, ça peut être lié à une pancréatite, un syndrome du compartiment abdominal, à une syphose importante. Enfin, il y a plein de possibilités pour rigidifier la cage thoracique. Il y avait pas mal d'obèses, clairement, dans la première vague de Covid qu'on a reçue. Et donc, effectivement, sur des patients à 160 kg, on ne va pas s'arrêter à 30 de plateau. Si on a besoin d'un peu de PEP et que ça fait monter l'oxygène, on va facilement 35 jusqu'à 40. Dans le meilleur des cas, il faudrait mesurer la pression œsophagienne. Le capteur le plus utilisé, qui s'appelle Nutrivent, est produit par les Italiens et est donc en rupture de stock. Donc, ce n'est pas possible. Alors, l'ECMO, ça, il faut discuter avec les centres experts autour de chez vous. Il n'y a pas de, autre chose à faire. Donc, la PHP avait dit bah, on discutera l'ECMO en dessous de 70 ans et à condition que la ventilation soit de moins de 2 semaines. C'est peut-être déjà 2 prérequis intéressants. Ensuite, il faut avoir une hypoxémie réfractaire quand on a testé tout ce que je vous ai montré avant, parce que voilà, c'est compliqué. Ça, c'est un patient du service public qu'on a été chercher pour mettre sous ECMO, donc, qui est effectivement avec un poumon aujourd'hui qui n'est plus du tout aéré. Donc, on va lui laisser le temps, grâce à la circulation extracorporelle, on l'oxygène et on le décarboxyle. On va lui laisser le temps de se réparer. C'était compliqué avec la coagulation qui est très activée à la phase initiale. Dans un second temps, il a fait beaucoup de fibrine sur l'oxygénateur, et donc il a fait beaucoup de fibrinolyse. Donc il s'est mis à saigner. Donc ce ne sont pas des malades simples à gérer. Donc si on peut gérer les choses sans ECMO, je pense que c'est une bonne chose. La deuxième partie, c'est la ventilation spontanée. Donc elle est assez simple, hein. On prend l'aide inspiratoire, on choisit un niveau d'aide fixe. Ce qui est particulier chez ces patients, c'est que quand on commence le sevrage, la PEP est encore importante. Souvent, on disait dans les recommandations, c'est des PEP inférieures à 8. Là, on commence largement avec des PEP 10, 12, 13 cm d'eau, de sevrage. Quand on fait de l'aide inspiratoire, on essaye d'évaluer un peu l'effort du patient en aide inspiratoire pour pas qu'il étire trop son poumon qui est en train de se réparer, qui va mieux, mais qui on ne voudrait pas agresser de manière supplémentaire avec trop d'efforts inspiratoires. Donc ça, je vous montrerai après comment on l'évalue sur le simulateur. Donc on utilise la compliance qu'on peut mesurer, on peut évaluer la pression motrice en aide inspiratoire, on peut évaluer la P0,1T et surtout on regarde le pH pour savoir si le patient est plutôt acide ou alcalin. L'IFiO2, bah, ça dépend un peu du chien. Le plus souvent, il reste autour de 50%. Ce qui est intéressant quand on fait de la ventilation spontanée, c'est de savoir que dans le SDRA modéré, la première 2 images à gauche, le fait de mettre de la ventilation spontanée, ça aide à recruter les territoires postérieurs des clives. Donc ça a du bon. Ça aide à avoir une meilleure aération, la ventilation spontanée, dans les formes de SDRA modérées. Dans les formes sévères, dans les études animales, si l'animal respire fort avec des pressions intrathoraciques plus négatives, dans ce cas-là, ça rajoute des lésions. Et on voit par les images d'anatomopathologie en bas à droite qu'il y a beaucoup plus d'inflammation pulmonaire. Donc, il faut savoir que la ventilation spontanée, je vous ai déjà dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle soit trop importante en termes de dépression intrathoracique. Ça, c'est du recrutement. Ça, c'est probablement du pécilline. Donc, la commande ventilatoire, ce qu'on a vu chez ces patients en Covid, c'est qu'en fait, ils se réveillent très agités. Il y a pas toujours ils ne répondent pas aux ordres simples, on n'a pas un état de conscience normal. Ils peuvent être dans 2 situations. Avec un pH plutôt alcalin, des pH à 7,50, 7,55, ils ventilent comme ça veut dire que ce n'est pas adapté. C'est-à-dire que si vous êtes réveillé et que vous respirez trop, c'est souvent neurologique. D'autant plus que quand on les réveille pour pas qu'ils s'agitent trop, nous, dans le service, ils ont du propofol, de l'hypnovel, du catapressant et encore du sulfentanyl et ils sont mis en aide inspiratoire et même ils respirent encore un peu trop fort. Donc, ils ont une commande ventilatoire qui semble anormalement altérée. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on hyperventile? La première cause, c'est le stress. Hein. Ça peut être, on le sait bien quand on fait un gaz du sang à quelqu'un, s'il hyperventile, on voit une PO2 basse alors que c'est juste lié au stress de la piqûre.
Ça, c'est la première chose. Et puis, ça peut être peut-être qu'il a souffert au niveau neurologique. Il y a eu une hypoxémie sévère, il y a eu une inflammation, un orage cytokinique, il y a du délirium de réanimation, il a été endormi longtemps. Enfin, pour toutes ces raisons, ça pourrait expliquer l'état de conscience altéré au réveil. Tous ne se réveillent pas comme ça, mais quand même une bonne partie. Enfin, il y a le pH plutôt acide, où là, le patient a peut-être du mal à faire ses efforts parce que le poumon est encore assez rigide, peu compliant ou avec encore beaucoup d'espace mort, finalement pas assez bien encore réparé. Et donc, il faut faire attention à ne pas l'abîmer quand on le remet en charge d'une certaine manière. Et donc, contrôler là peut-être aussi la pression motrice. Et si ça tire trop, bah, retarder la mise en aide inspiratoire et le laisser encore un peu sédaté, un peu plus en apnée. Le test d'occlusion téléexpiratoire, ce qu'on appelle la P01T, les ventilateurs, beaucoup en réanimation le font tout seuls. Ils vous l'affichent. Alors, c'est assez simple. C'est juste de dire que quand vous faites une occlusion après une inspiration, quand le patient va inspirer sur une occlusion, en fin d'expiration, l'effort qu'il va faire, les 100 premières millisecondes, sont liés à sa commande ventilatoire. En fait, c'est sa volonté de respirer qui va être liée à cette dépression sur les 100 premières millisecondes. Après, comme il se rend compte qu'il est bloqué, là, c'est la commande ventilatoire peut être activée de plus et donc vous ne mesurez pas l'effort patient en continu, vous mesurez l'effort patient en occlusion. C'est pour ça que ce n'est que les 100 premières millisecondes qu'il faut prendre en considération. Il y a un travail récent fait par l'équipe de Toronto qui montre que, bon, pour arrondir, on va dire qu'il faut rester en dessous de 4 cm d'eau. Au-delà, c'est probablement qu'on a une commande ventilatoire très activée et qu'on tire trop fort. Une façon assez simple de voir ce travail. Qu'est-ce qu'on ferait? Si le pH est à 7,50 avec une P01T qui est au-dessus de 4 cm d'eau, nous, on joue un peu plus sur les morphiniques qui ont un effet assez net sur la commande ventilatoire. On utilise plutôt le sulfentanyl, mais certains utilisent le remifentanil ou d'autres morphiniques. L'avantage du SUF, c'est qu'il y a quand même une queue de morphine. On ne cherche pas à avoir un effet on-off. Là, on cherche à avoir un patient qui reste calme en aide inspiratoire pendant son sevrage. Une autre façon de mesurer la pression générée par le patient, en fait, c'est en fin d'inspiration, vous faites une pause, comme quand on mesure la pression de plateau. Et cette pause, elle est faite en occlusion. Et donc, quand on fait cette pause, le patient arrête d'inspirer, il se relâche et on mesure la pression dans les voies respiratoires. Comme il faisait une dépression, il inspirait. Quand il va relâcher pendant la pause sa pression, on va avoir une pression de plateau qui est un petit peu au-dessus de d'habitude. Donc ça, c'est une façon assez simple de mesurer la pression motrice. Vous faites une pause et en fait, vous allez obtenir ce plateau. Vous regardez la différence entre ce plateau et la PEP et vous avez la pression motrice. Probablement qu'on ne veut pas non plus dépasser 15-20 cm d'eau. Donc cette pression motrice ici. Si le patient faisait très peu d'efforts, c'est le deuxième panneau. Quand vous allez faisait moins d'efforts. Donc on voit ici, ça c'est la pression en bleu intrathoracique. Donc il y avait moins de dépression, donc il faisait moins d'efforts. Quand vous allez faire la pause, ça ne va pas augmenter, mais plutôt baisser, puisqu'il n'y a pas ce relargage de dépression que générait le diaphragme. Ça, c'est pour ça qu'on peut avoir une pression de plateau qui augmente ou une pression de plateau qui diminue par rapport au niveau d'aide. Ça dépend de l'effort du patient quand vous faites la pause. Alors, j'ai des traits verts qui apparaissent là, je ne sais pas à quoi c'est dû. Enfin, vous voyez, quand il y a une contraction du diaphragme pendant la pause, on voit que la pression de plateau est fausse, puisque d'un coup, elle s'enfonce. Et donc, il faut prendre la valeur juste avant la contraction du patient, qui, en fait, pendant la pause, se rend compte qu'il y a une pause et cherche à inspirer. Donc, cette valeur au moment de la contraction du diaphragme, elle n'est pas valide. Il faut prendre juste avant. Il y a des ventilateurs qui ne mesurent de manière automatique. C'est par exemple la PAF+, qui est un mode de ventilation spontanée proportionnelle, qui va faire des mesures automatisées de la pression de plateau et vous donner une mesure de la compliance. La ventilation proportionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser quand la commande ventilatoire est altérée. Donc ça, c'est un patient du service qui était atteint du Covid qu'on a ventilé comme ça, mais qui avait une conscience normale. Ça, c'est sur un autre ventilateur. On voit bien qu'on peut faire des pauses. On a ces oscillations qu'on a dans ce cas-là, ce sont les battements cardiaques. Enfin, donc je vois pour finir, deux spécificités des ventilateurs d'anesthésie. D'abord, donc il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est que le circuit est différent d'un ventilateur de réanimation puisqu'il il est plus important en termes de volume et il y a un bac à chaud pour faire de la réinhalation, enfin éviter la réinhalation de CO2, donc fonctionner en circuit fermé. Et donc, la particularité, c'est vraiment que pour qu'il n'y ait pas de condensation et de l'eau dans le circuit, il faut mettre des débits de gaz frais élevés si jamais on doit ventiler un patient Covid avec un ventilateur d'anesthésie. En gros, supérieur à 10 litres par minute, il faut ouvrir le circuit
Voilà. Ensuite, les réglages, que ce soit du volume contrôlé ou de l'aide inspiratoire. Alors, l'inspiratoire, c'est peut-être un peu plus difficile, mais sur la ventilation passive d'un patient curarisé, les machines aujourd'hui sont assez performantes pour ventiler des patients en SDRA, même des patients un peu obèses qui auraient des compliances inférieures à 20. Et on le sait, nous, pour la ventilation des patients au bloc compliqués, par exemple pour la chirurgie pulmonaire ou la transplantation, on se retrouve à ventiler des patients avec des fibroses ou des gros BPCO, et on arrive avec les ventilateurs d'anesthésie aujourd'hui à ventiler avec. Il y a 15 ans, on utilisait des ventilateurs de réa. Maintenant, on a des ventilateurs d'anesthésie qui fonctionnent très bien. Donc ça, c'est une première spécificité. Pour les ventilateurs d'anesthésie, c'est juste qu'il faut bien ouvrir le débit de gaz frais. Pour les ventilateurs de transport, alors c'est sûr que c'est des situations dégradées, mais ça a été beaucoup utilisé dans l'Est, puisque par exemple le respirateur de transport de Air Liquide, il y a eu 2000 unités qui ont été envoyées et utilisées. La réanimation créée de plus de 80 lits en urgence à Henri Mondor pour la PHP a utilisé aussi ce type de ventilateur. Et donc, il existe des fiches d'utilisation par le fabricant. Je vous les montre, mais vous pouvez les récupérer aussi pour les lire si jamais vous avez ça comme dispositif, enfin comme ventilateur à disposition. Il y a des petites différences. D'un côté, c'est le T60, de l'autre côté, c'est l'Osiris. Il y en a un qui a une turbine et l'autre qui a un séquenceur de débit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, on voit sur cette fiche que vous réexplique tout comment il faut faire et avec les filtres, le montage du circuit. Donc, vous pouvez récupérer cette fiche pour regarder comment ça fonctionne. Nous, on utilise ces ventilateurs sans souci, même pour des transports de malades compliqués, même dans le cas des ECMO et des UMAC, et on n'a pas de souci du tout. Donc, la valve et la turbine fonctionnent très bien, même à confiance basse. Et donc, ça, ce ventilateur-là est plutôt marche très bien. Les Osiris, c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, il y a une spécificité. Donc, il y a le 1, le 2, le 3. Donc, vous avez les 3 fiches. Et en fait, le fait que ce soit un séquenceur débit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut d'abord régler. Donc, on met une pression max. Donc, ça, il faut y penser. Ensuite, on doit d'abord régler le I sur E à 1 pour 3. Donc, ça, il faut absolument le faire. Ensuite, on règle la fréquence. Il faut qu'elle soit supérieure à 25 cycles par minute. Et enfin, on règle le volume, donc l'adapter au poids et la taille, au poids prédit, donc à la taille et au sexe du patient. Et dans un dernier temps, on règle la PEC. Si on faisait le volume en premier, pas le I sur 1 pour 3, on se retrouve avec des débits d'insufflation trop bas et la machine se met en défaut. Donc, c'est très important de régler d'abord le I sur E, puis la fréquence, puis le volume et enfin la PEC. L'iFiO2, c'est un bouton où on a différentes positions proposées. On ne peut pas choisir précisément sa IFiO2. Donc, il y a le Osiris 1, même histoire pour les réglages pour le Osiris 2 et puis pour le Osiris 3. Donc, vous pouvez retrouver ces fiches. Donc, pour finir, et avant de vous montrer sur le simulateur le réglage sur un patient, on va avoir plutôt des ventilations quand c'est des SDRA conventionnels, plutôt consolidés autour de 6 kg. Mais dans les phases précoces avec du verre dépoli, on peut rester à des ventilations avec des volumes un peu plus élevés, puisque les compliances sont élevées et que les pressions motrices sont basses. Donc, on peut rester à 8 kg par exemple. Ce n'est pas la peine de mettre le patient en volume tout petit s'il y a plein d'air dans le poumon. La pression de plateau inférieure à 30, c'est à rediscuter chez l'obèse morbide. Je vous ai dit que la compliance dans ce cas de la paroi était anormale. On utilise des débits autour de 60 litres, 50-70. La fréquence respiratoire, on ne peut pas généralement dépasser 35 si on n'a pas le temps d'expirer. On va avoir de l'autopep, importante. Hypercapnie permissive, notre objectif de pH, c'est plutôt 7,30. On peut descendre jusqu'à 7,20. La FiO2, 88-92. Comme il y a un shunt important, essayez de voir si on ne peut pas baisser la FiO2 sans qu'il y ait d'effet sur la PO2 ou la saturation au doigt. Le monitorage, c'est surtout la pression de plateau, l'autopep, la mesure de la compliance, la pression motrice. Certains pourront alors regarder le ratio recrutement-inflation, si ça vous intéresse. Le capnographe avec le CO2 sur la peptide à CO2, c'est intéressant. Dans le suivi, ça peut être aussi un moyen de voir apparaître une embolie pulmonaire, parce qu'il y en a un tiers des patients qui font des emboles. Alors nous, on a fait beaucoup de scanners, on voit que c'est quand même beaucoup des emboles plutôt dans des lobes, donc assez segmentaires, qui n'expliquent pas forcément l'importance de l'hypoxémie, mais il y a effectivement des emboles. Et donc, le TCO2, si vous le monitorez, d'un coup, vous pouvez éventuellement vous rendre compte que si rien n'est changé d'autre par ailleurs, c'est peut-être lié à une embolie. Le monitorage, l'imagerie, on fait beaucoup d'échos avec les lignes ABC classiques. Le scanner, on y va assez facilement. On a la chance d'avoir un scanner accolé à la réanimation. C'est pour ça que je vous ai montré pas mal d'images de scanner. Et puis, pour aller voir s'il y a une EP ou pas. Pour l'embolie pulmonaire, les recommandations, en tout cas, beaucoup disent, vous avez vu, ils arrivent avec des fibrinogènes très élevés, 10 grammes, plus de 10 grammes, et puis des dédimères, parfois 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Nous, au-dessus de 5 000, et plus de 10 grammes de
on a plutôt des anticoagulations qui sont plus préventives, mais plutôt curatives, surtout chez les patients en plus un peu obèses. On augmente les doses. Et puis, on a des patients qui ont jusqu'à 100 000 de dénières. Il y a des activations très fortes. Et en termes d'aide inspiratoire, donc on a souvent des patients qu'on met en aide pour le sevrage avec des sédatifs. Et c'est à peu près tout. Pour ce qui est des protocoles de traitement du virus, bah là, il faut être dans des protocoles de recherche pour utiliser des antiviraux, des immunomodulateurs ou autres. Il n'y a pas autre chose à faire aujourd'hui pour traiter éventuellement ce virus, si tant est qu'on puisse le traiter directement. Donc maintenant, je vais vous montrer comment un cas simulé sur un patient. Et puis après, je répondrai aux questions. Alors, tac. Donc, le simulateur. Donc, un patient, il est le basique, toujours la même chose. Si on vous met, notre objectif, c'est de ne pas trop distendre le poumon et de lui mettre de la PEP pour le recruter. Et pas des volumes courants trop importants. Donc, on va régler en haut, ce sont tous les boutons du réglage, et à gauche, tous les boutons du monitorage. On commence par le monitorage. La première chose dont on a besoin, c'est indispensable, c'est de mesurer. On aimerait avoir un, une évaluation de la pression de fin d'inspiration, de distension du poumon, parce que c'est celle-là qui est associée à la mortalité quand on étire trop le poumon. Dans le simulateur, si je vous affiche maintenant en rose la pression alvéolaire, vous voyez que cette pression alvéolaire, donc qui est cette pression qu'on veut limiter, elle n'est pas égale à la pression qui est mesurée par le ventilateur en continu, en rouge. Dans le ventilateur, on surestime cette pression. Le seul moyen d'avoir une pression dans le ventilateur qui est mesurée, qui est égale à la pression dans l'alvéole, c'est de faire une pause, c'est-à-dire de fermer la valve en fin d'inspiration. Toutes les pressions vont s'équilibrer, donc on va mettre une pause. Et dans ce cas-là, en fin d'inspiration, on aura bien la pression alvéolaire qui sera égale sur la courbe en rouge à la pression mesurée par le ventilateur, et c'est cette pression qu'on appelle la pression de plateau. Ça, c'est indispensable, étape 1 du monitorage. On voit ici qu'en fin d'expiration, la pression alvéolaire revient pratiquement à zéro. Si elle ne revient pas à zéro, par exemple parce qu'à cause de l'acidose, on a besoin d'augmenter la fréquence respiratoire, et dans le SDRA conventionnel, elle est souvent entre 25 et 30. Donc là, si j'augmente la fréquence à cause des gaz du sang qui me disent que j'ai un pH trop bas, donc là, le simulateur se remet à l'échelle, on va le laisser faire. Donc il n'y a toujours pas de PEP. On voit qu'alors qu'il n'y a pas de PEP, la pression alvéolaire ne revient pas à zéro. Et donc c'est ça qu'on appelle l'autopep. Et donc là, si on fait une pause téléexpiratoire, on voit aussi que quand il y a une pause, que ce soit en fin d'inspiration ou en fin d'expiration, c'est le seul moment où on apprécie la vraie pression qui réside dans l'alvéole. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Donc là, maintenant, on va s'intéresser donc ça, c'est pour le monitorage. On a besoin d'une pause téléinspiratoire et en général, on choisit 300 millisecondes. Le débit, je vous ai dit 60 litres. C'est simple parce qu'à 60 litres, c'est 1 litre seconde. C'est ce à peu près à quoi on respire. Donc là, comme on va insuffler un peu plus vite, on va avoir un peu plus de temps pour expirer et donc on pourra avoir un petit peu moins d'autopep. Puisque vous avez vu qu'il y en avait, quand on recommence, on refait une pause, vous voyez qu'il y a un petit peu d'autopep dans le circuit, pas beaucoup. Donc on insuffle plus vite, il a plus de temps pour expirer, donc moins d'autopep. Ensuite, on va régler le volume, et ça c'est en fonction de la taille et du sexe. Et donc, on va se mettre, c'est un homme, vous voyez en haut, qui est marqué 1,80 m, donc 455, ça doit être par là. On avait 8000 kg de poids prédit, on passe à 6000 kg de poids prédit. Et donc, on a nos objectifs de débit, de volume, notre monitorage avec la pression de plateau, notre fréquence. Et la PEP. PEP, 20 mm d'eau. La compliance,
Voilà, la compliance, vous voyez, 26 millilitres par centimètre d'eau. Un peu. Mesurer le volume courant et la 17, la pratique, c'est à 17. On va commencer par mettre un niveau, je vous ai dit, on peut essayer de mettre entre 7 et 8. On va monter un petit peu la PEP. Donc là, on va se mettre à 7 cm d'eau. Apparemment, il y a un problème de débit pour l'image. On a un problème de son également. C'est le Wi-Fi à moi qui marche moins bien. Ça saccade, c'est ça? Ouais, le son est très saccadé, docteur Rosé. Alors, j'ai pas bougé pourtant. Vous voyez mieux là ou pas? Le son, c'est mieux? Le son, c'est mieux là. On ne vous voit plus, mais le son est bien meilleur. On ne vous entend plus. Docteur Rosé, on ne vous entend plus. Bon. Et vous me voyez encore ou pas? Là, on vous revoit et on commence à vous réentendre un petit peu. On ne vous entend plus. Et l'image est figée. Est-ce que vous pouvez éventuellement couper votre vidéo? Docteur Rosé, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez couper votre vidéo? On a perdu le docteur Rosé. Docteur Rosé, si vous nous entendez, on voit de nouveau votre iPad, la fenêtre avec l'iPad. On ne vous entend pas en revanche. Docteur Rosé, on ne vous entend pas. Docteur Rosé, votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Docteur Rosé, ça va? L'image revient, j'ai l'impression. L'image est revenue, mais on n'avait pas le son. Ah. Ah, vous êtes revenu là, je crois. Docteur Rosé? On a perdu le docteur Rosé. On a l'image, mais pas le son.
Docteur Rosé? Docteur Rosé? Docteur Rosé, si vous nous entendez, je vous invite éventuellement à vous déconnecter et vous reconnecter. Oui, Julien, je suis actuellement au téléphone avec le docteur Rosé, c'est Annabella. Vas-y, il t'entend. D'accord. Vous devez avoir un problème de débit apparemment chez vous. Affiche d'un coup. Donc, Ouais. je sais pas quoi faire parce que je maîtrise pas le débit pour le coup. Est-ce que si on le fait comme ça va? Si je laisse mon téléphone allumé, est-ce que... Non, mais moi, je vois là, je pense que l'écran, il se passe plus rien là. Vous voyez mon iPad qui tourne? Non, non, l'iPad ne tourne pas. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a plus rien qui fonctionne. Pourtant, je suis en... Ah ouais, je sais pas. Docteur Rosé, peut-être qu'on pourrait, puisque je pense que vous étiez arrivé, disons, à 98% de… Oui, on peut faire le chat. Oui, on peut faire le chat. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être passer aux questions. Est-ce que vous pouvez Mais éventuellement… comment ils vont m'entendre? Est-ce que vous pourriez Là, repasser sur tout votre le monde vous ordinateur? entend. Tout le monde vous entend actuellement via le téléphone, hein. Je vous ai mis sur haut-parleur et donc du coup, tout le monde vous entend. Bon, je coupe l'iPad. Ah, Est-ce que vous pouvez essayer de repasser sur votre ordinateur? Je crois que c'est ce qu'il Là, a je suis fait que parce sur que ordinateur. C'est mieux? Ouais. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Bon, bah, ça. Les deux en même temps, ça a commencé à bugger. Bien, on peut passer aux questions alors du coup. Et on essaiera de répondre sans le simulateur. Alors, Donc, les faut questions, je le ne chat. sais pas si vous avez accès au chat. On va partir des questions du début. Donc, là, il y avait des questions sur filtre. Filtre sur bloc expiratoire, alors que le bloc expi sera stérilisé après utilisation. Donc, où est l'intérêt? Je pense que… Alors, l'intérêt du filtre sur la branche expiratoire, c'est de ne pas en mettre plein dans la chambre. C'est que Voilà. l'expiration du patient, elle est contaminée. Donc, on n'a surtout pas envie de ne pas mettre de filtre sur la branche. Ce n'est pas du tout pour le ventilateur. Alors, il y a même des gens qui voulaient mettre des filtres. Bon, je crois que… Des filtres sur les branches inspiratoires. On a sur la branche expire, enfin, il y en a toujours eu sur la branche expiratoire. Donc, on continue à filtrer avec des filtres antimicrobes les gaz expirés des patients. Et alors, surtout quand il y a une maladie virale très contagieuse. Je pense que ça semble assez logique en ce moment. Ouais. Donc, il y avait une question concernant la prise en charge de l'airway. Que pensez-vous de l'intubation avec fast track versus vidéo laryngoscope? Alors, l'idée, elle est simple. Il faut utiliser ce qui vous paraît… En fait, c'est pour vous protéger, vous. Donc, c'est là où vous serez le plus rapide et le plus à l'aise et moins la tête dans la bouche du patient. Donc, c'est ça le concept. Après, si vous savez mieux… Enfin, le vidéo-laryngoscope, nous, on ne l'utilisait jamais avant. Là, on en a eu pour l'épidémie. On s'en sert. OK, très bien. Bon, après, quand on prend un laryngo normal, moi, je ne mets jamais ma tête dans la bouche du malade, mais… on dit en rigolant, c'est ceux qui auront le bras long qui s'en sortiront, mais non, il faut, voilà, une fois qu'on a compris que ce qu'on veut pas, c'est juste pas avoir la tête trop proche de la bouche,
n'importe quel moyen que vous utilisez, si vous avez compris que c'est ça votre intérêt et que vous êtes bien avec les fast track, pourquoi pas, hein. C'est pas ce qui est proposé en première ligne en tout cas. Ouais, ça fait partie un peu des évidences. Alors, alors j'ai une série de questions qui préparaient votre présentation concernant les problèmes de shunt et de PEP. Oui. Et est venue cette première question de la part de Thierry et qui, en rapport avec la sédation, est-ce que cette sédation n'est pas en partie en raison de la vasoconstriction hypoxémique? Quand vous étiez... Oui. Alors, Oui. ça, c'est une vraie question. Allez-y. Voir est-ce qu'il y a des médicaments anesthésiques parce qu'ils ont des effets de vasodilatation, donc des produits anesthésiants. Est-ce qu'il y en a qui sont plus, qui vont plus vasodilater la vasoconstriction pulmonaire hypoxémique? Pourquoi c'est important en chirurgie thoracique? C'est parce qu'on ventile qu'un seul poumon. Donc on imagine bien qu'on a besoin de la vasoconstriction du côté qui est exclu à la ventilation pour que le chirurgien opère. Bon, toutes les études qui ont été faites, beaucoup dans les années 90, ne retrouvaient pas d'effet. Quand le propofol est sorti, ça a été tout de suite la ruée des papiers pour voir si entre propofol et les gaz halogénés, il y avait une différence sur la vasoconstriction pulmonaire hypoxémique. On n'en a jamais montré trop, ça n'a jamais été mis en évidence. Alors qu'à l'époque, on utilisait des SWAN chez les patients, donc on était capable quand même de mieux mesurer les choses qu'aujourd'hui. Et voilà, donc on n'a pas d'effet démontré sur la circulation pulmonaire des anesthésiques. Des agents anesthésiques. Nous, on endort les HTAP qui sont des patients qui auraient besoin d'être vasodilatés. Malheureusement, quand on les endort, le fait de les mettre en ventilation imposée, en pression positive, majore l'hypertension. Donc, on va dire que dans ce cas-là, on dirait que les agents anesthésiques augmentent la pression. C'est une réponse absolue, mais en tout cas, s'il y a des effets, ils sont minimes, je pense. Voilà. Le son continue à être un peu saccadé et on n'arrive pas à tout capter. Donc, j'avais une question de Michel. Sur les rapports ETCO2, PaCO2, il désirait un exemple. Et PaCO2 sur ETCO2 pour un diagnostic d'embolie pulmonaire. Oui, en fait, alors nous, on a mesuré tout le monde avec ce ratio. Et donc, je disais, quand il tend vers 1, ça va mieux, et quand il tend vers 0, c'est là où il y a le plus de shunt. Donc, les valeurs, c'est assez disparate. On a des patients qui sont tous hypoxémiques, ça, c'est leur point commun. Certains ont 0,2, d'autres ont 0,6. Donc, la valeur en soi, je trouve que ce n'est pas si facile, moi, dans mon expérience, personnellement. Les Italiens avaient l'air de trouver ça plus facile de s'en servir. Bon, je suis un petit peu étonné. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, la variation est intéressante. C'est comme pour tout en physiologie, on a plein d'outils d'hémodynamique, la valeur absolue du débit cardiaque, on ne la connaît pas, mais par contre, sa variation quand on remplit, c'est là elle nous intéresse. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Et par exemple, effectivement, d'avoir un patient qui a une variation d'un coup de ce gradient, ça peut être une idée d'aller regarder s'il n'y a pas une embolie, si l'hypoxémie majeure, s'il a des dédimères qui sont passés de 2000 à 10 000 avec un fibrinogène à plus de 10 grammes. Nous, on va soit faire un scanner injecté, sauf s'il a une atteinte rénale aussi liée au Covid où on ne veut pas l'agresser davantage sur le rein. Dans ce cas-là, on mettra une anticoagulation efficace sans aller à l'imagerie. C'est ce qu'on fait dans le service. Et parfois, quand ils vont mieux et que le rein va mieux, on fait un scanner. Il y en a quelques-uns qui avaient eu, beaucoup en des embolies, et donc c'était justifié, mais il y en a quelques-uns, malgré les 10 grammes de fibrinogène et les 10 000 de dédimère, n'avaient pas d'embolie. En tout cas, à ce moment, on a fait le scanner, mais ils avaient eu des parines avant, on en voyait. Et elles sont souvent quand même plutôt périphériques, ces enfants. Ok, alors concernant le DV, donc ça c'est très lourd à réaliser. Une question j'avais deux questions un petit peu sur le même. Le décubitus ventral seulement sur les patients phénotype H ou aussi les patients phénotype L? Et la deuxième question en une, c'est quid des manœuvres de recrutement alvéolaire en dehors du DV chez les patients? Non, pardon. Donc là sur le DV, c'est voilà. Est-ce que vous privilégiez J'ai compris. Alors, l'idée, c'est que c'est sûr que les patients qui ont des consolidations, ces scanners que je vous ai montrés qui sont quand même assez affreux, chez eux, ça marche très bien. Les Italiens ont dit, oui, alors c'est vrai que quand on fait du DV aussi à la phase avec ces poumons qui ont plein d'air, il y en a quand même qui améliorent leur oxygénation.
Alors, ils essayent de dire un peu, bah oui, bah, probablement que ça change la perfusion en mettant un plat ventre et que ça améliore l'oxygénation. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'améliorer un peu plus l'oxygénation? Est-ce que c'est une technique qui est lourde? Encore une fois, on imagine qu'on est dans une situation dégradée si on considère qu'on en est à faire du DV dans une salle de réveil équipée avec des ventilateurs de transport. Je ne le ferai pas dans les phénotypes où la compliance est élevée et il y a un shunt important et en fait, avec un peu… Enfin, voilà, j'essaierai d'obtenir mes objectifs d'oxygénation de manière conventionnelle, sans le DV. C'est ce qu'on fait, nous, dans le service. Mais on scanne beaucoup les patients et on fait de l'écho. Et quand on voit apparaître des consolidations, qu'on passe de ligne B à de la consolidation, on fait du décubitus ventral dans ce cas-là. Donc, c'est l'imagerie qui nous guide. Parfois, la PO2 s'améliore, pas toujours, mais en tout cas, on voit que l'aération se modifie. Et donc, ça, c'est le deuxième effet qu'on cherche à obtenir. Mais effectivement, c'est assez lourd de faire du DV, donc il faut s'organiser pour le faire là où c'est le plus pertinent. C'est une adéquation entre les moyens et les résultats. Pour ce qui est des manœuvres de recrutement, j'en fais jamais. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur ces scanners très, très condensés, le DV réaère les choses, mais en mettant plusieurs heures. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, je vous ai montré la différence entre le début de DV et 16 heures après, le changement d'endroit où ça ventile. 2 heures après, ça n'avait pas trop bougé. Les modes de recrutement, ça dure 40 secondes, donc ou une minute si on veut, mais c'est trop court dans le temps pour réaérer et ça surdistance souvent ce qui est déjà aéré. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. On pourrait imaginer, par exemple, si on fait une déconnexion accidentelle ou si on fait un prélèvement respiratoire pour aller rechercher une surinfection. Dans ce cas-là, si on l'a dérecruté, on peut toujours faire une manœuvre de recrutement derrière s'il est saturé. Je le garderai que dans ce cas de figure, mais pas en systématique si je n'ai pas besoin. Je pense que très souvent, ça ne marche pas et si ça marche, c'est pas longtemps. Voilà. C'est très éphémère comme effet. Alors là, on a donc une intervention assez intéressante puisque… J'ai juste vu, je voyais de quelqu'un qui me disait là, parce que je commence à voir les chats qui apparaissent un peu, d'accord. en disant que Gatineau disait qu'il faisait très peu de DV. Bah, encore une fois, c'est parce qu'ils avaient, à la phase initiale, ils ont eu beaucoup de patients hypoxémiques, intubés, mais avec beaucoup d'air dans le poumon et donc plutôt des problèmes de perfusion. Et donc, dans ce cas-là, voilà. Nous, dans le service à Bordeaux, c'est un petit peu différent. Vous savez qu'on a eu beaucoup de transferts par aéroporté ou par le train de Paris et de l'Est. Donc, on a reçu plutôt des profils de patients consolidés déjà, quoi, avec des scanners. On les a tous scannés à l'arrivée et on avait peu ces profils-là. Mais donc, s'il dit qu'il a fait très peu de DV, alors tout le monde n'est pas complètement d'accord avec ce que dit Gattinoni. Il force un peu le trait, mais c'est intéressant de le voir qu'effectivement, quand il y a plein d'air dans le poumon et qu'il n'y a pas de consolidation, il y a probablement peu d'intérêt. D'accord. Donc là, peut-être, donc du coup, il y a un ensemble. Comment calcule-t-on la recrutabilité chez ces patients? Enfin, sur ces… C'est ce fameux ratio RI. Donc, vous pouvez aller regarder le petite vidéo qu'on a fait sur le site. Donc là, est-ce que je peux repartager l'écran? Si, peut-être. Attendez, pour répondre à la question. Partageons mon écran de Mac. Vous voyez mon écran d'ordinateur? Oui. Alors, donc là, c'est un patient, donc il est à 15 de PEP, il a une pression de plateau à 27, il a un VT à 6,4 ml/kg, 26 de fréquence, 60 de débit, tout comme on a dit qu'on allait faire dans les clous. Donc le protocole express, c'était de régler la PEP pour qu'on ait entre 28 et 30 de plateau. Donc là, on est avec 15 de PEP à 27. C'est très bien. On vérifie que l'oxygénation s'améliore et que le débit cardiaque ne s'est pas cassé la gueule. Ça, c'est important. On ne veut pas de bas débit. La première étape, attendez, j'ai mis ça comme ça. La première, comment je fais? Je vais ouvrir autre chose. Je vais vous montrer. Vidéo.
Je vais ouvrir la vidéo, ça va être plus simple. Ah ben non, je suis bête. Oui, non, si je vais l'ouvrir comme ça. On va y arriver. Donc, alors, le IRI ratio, ça je vais le mettre en bas. Donc là, on est ventilé. Donc la fréquence à 26, VT 470. Donc la première étape, c'est de faire expirer le patient du niveau que vous aviez, 15 de PEP, le niveau élevé. Donc ça va toujours en décroissance. L'idée, c'est que vous étiez recruté avec de la PEP à 15 et vous allez voir, enfin vous aviez 15 de PEP, mais vous allez voir si ça recrutait. L'idée, c'est de ne pas aller en montant, parce qu'en montant, à chaque étape de PEP, il faut attendre facilement 1 heure pour que ça recrute. Là, vous avez attendu, vous avez laissé 15 pendant un certain temps et vous allez voir s'il y avait effectivement du recrutement. L'idée est simple. Si vous avez un patient, si vous imaginez gonfler un ballon, quand vous avez un ballon avec une PEP à 5 dedans, dans le ballon, il n'y a aucune chance qu'il y ait du recrutement. C'est un ballon, c'est une seule alvéole. La compliance du ballon est à 20. Vous avez 5 de PEP. Si vous lui mettez 15 de PEP, c'est-à-dire que vous augmentez la PEP de 10 cm d'eau, le volume dans le ballon va augmenter de ce gradient de pression 10 fois la compliance du ballon, soit 200 ml. C'est mathématique. La compliance du ballon vous donne la variation de volume pour chaque augmentation de pression. Donc, c'est comme ça. L'idée part de ce prérequis que s'il n'y a aucun recrutement, à basse PEP, on peut prédire quel va être le volume dans le poumon en plus de la CRF avec la PEP qu'on a rajoutée. Donc, c'est ça l'idée. Là, on est à 15 de PEP. Donc, on va d'abord commencer par voir, quand on va enlever la PEP, combien il y avait de volume dans le poumon du patient. Et ensuite, on va comparer avec le patient à basse PEP et la compliance qu'il a à basse PEP. Donc, la première étape, je vais donc faire une expiration prolongée dans laquelle le patient va expirer tout son volume courant plus tout son recrutement alvéolaire entre 15, la PEP d'où j'étais au niveau de PEP, et la PEP que je veux tester au plus bas. Généralement, on fait entre 15 et 5. Comme ça fait un gradient de 10, c'est facile pour le calcul mental. On va commencer par mettre la fréquence à 8. Quand on fait ça, le patient il va avoir du coup une expiration beaucoup plus prolongée. Et donc, ça va nous permettre, on enlève du coup comme ça, il n'y a plus d'auto-PEP. Et on va lui dire, le prochain cycle, maintenant, en haut, je baisse la PEP de 15 à 10. Et quand je vais valider, il va donc baisser la PEP de 10 cm d'eau. Et le prochain cycle respiratoire, ici, il va expirer, vous voyez, il passe, en rouge c'est la courbe de pression, elle passe de 15 à 10. Il y a un gros débit expiratoire, c'est l'air sous la courbe de débit expiratoire sur la courbe en bleu en dessous ici. Et puis, on va regarder là. Ici, vous voyez le volume courant qui avait été insufflé, qui était les 470 ml, c'est ça. Et là, tout ce volume qui est en plus, qui est expiré, c'est le volume qui était recruté par la PEP. Donc ça, cette vidéo, elle est sur le site. Vous pouvez la regarder, elle est disponible, il n'y a aucun souci. Il y a aussi des copies d'écran, je crois. Donc maintenant, on va aller regarder ici, sur le côté gauche, dans le monitorage, vous avez le volume courant insufflé 470 et on va regarder le volume courant expiré par le patient sur ce cycle où on est passé de la haute PEP à la basse PEP. On attend un petit peu, il expire tout et voilà, on a ce volume qu'on appelle volume courant exhalé. Et donc, il y a 812. Donc, le volume que le patient a expiré, c'est 812. Bon, dedans, il y avait les 470 millilitres liés au volume courant. Donc, en fait, les 10 cm d'eau de PEP ont recruté 812 moins 470 millilitres. Ça, c'est le volume qui était dans le patient lié à ces 10 cm d'eau de PEP. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Donc, on fait le volume exhalé moins le volume courant entre les deux niveaux de PEP. D'accord ? Volume courant, volume exhalé, volume expiré, pardon, et puis la variation du volume, donc la variation du volume téléexpiratoire lié à ces 10 cm d'eau de PEP, là, est à peu près 320 ml, un peu plus. On peut voir ici. C'est à peu près un peu moins de 300 litres. 340, allez, pour être précis, bien sûr. L'étape d'après, maintenant que vous êtes à basse PEP, vous voyez, là, on est à 5 de PEP en haut, on a 5 de PEP. On va aller regarder ici la compliance à 5 de PEP sur ce cycle à basse PEP. Elle est à 28. Ça veut dire que s'il n'y avait eu aucun recrutement, quand on passe de 5 à 15 de PEP, on aurait dû récupérer 280 ml. Or, on a récupéré 342.
Donc, 342 moins 280 millilitres égale le volume recruté. Et ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment une addition, une multiplication et une soustraction. Ça veut dire que là, le volume recruté est assez faible, clairement. Donc, entre 5 et 15 de PEP, le volume qu'on a en plus dans le poumon n'est pas très important. Et donc, on peut dire qu'entre 5 et 15 de PEP, il faut, donc là, 280 millilitres, ce que je vous ai dit, hop. Donc, on a nos 62 millilitres qui sont de volume recruté. Donc, ce volume courant, ce volume recruté, cette partie du poumon où donc c'est vraiment du recrutement, ce n'est pas beaucoup de volume, c'est 62 millilitres, il faut mettre 10 cm d'eau de PEP pour recruter ce volume. Ça veut dire que la compliance de cette zone du poumon qu'on a réaérée est égale à 62 que divise 10. Donc, la compliance du volume recruté est à 6,2 ml par centimètre d'eau. Le volume recruté est de 62 ml. L'idée de ce RI ratio, c'est de diviser la compliance du volume recruté par la compliance du patient à basse PEP, qui était donc 28. Donc, on fait 6,2 que divise 28. Si on est inférieur à 0,5, il y a probablement très peu de recrutabilité. Si on est supérieur à 0,5, on a de la recrutabilité. Dans le cas de ce patient, on obtient donc une compliance du volume recruté de 6,2. On a 28 à base PEP. Donc, le RI ratio est à 0,22. Donc, chez lui, entre 5 et 15 de PEP, probablement mettre 15 de PEP ne fait pas beaucoup de recrutement. Donc, sur un patient SDRA classique, j'aurais tendance à ne pas laisser à ce haut niveau de PEP de 15, 5, ou 15, 16, 17, 18 cm d'eau, mais d'aller plutôt chercher un niveau de PEP plus bas. Ça ne veut pas dire que 5, c'est suffisant, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce n'est pas forcément la peine de le laisser à haut niveau de PEP. Ça, c'est le SDRA plutôt conventionnel avec une PEP plutôt basse, donc le phénotype plutôt H. Ensuite, quand vous avez un poumon plein d'air, la recrutabilité, quand on fait ça, comme la compliance est très élevée, elle varie peu. Et en fait, on a peu de chances de mettre de l'air en plus, de recruter, puisqu'il y a déjà pas mal d'air dans le poumon. Donc, c'est un argument de plus dans ce cas-là pour dire que la PEP n'est pas mise pour recruter le poumon dans le phénotype initial, donc l'eau, mais plutôt peut-être pour voir si ça augmente la PO2 en jouant sur le shunt avec un effet compression des vaisseaux. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. En tout cas, dans ce cas-là, à la phase initiale, quand la compliance est élevée, on met de la PEP. Peut-être que 13, ça suffit. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 15, 16. Et puis, on voit ce que ça fait sur la PO2 en vérifiant surtout que le débit cardiaque n'est pas diminué. Donc, voilà le RI ratio. Donc, vous avez l'article de l'équipe de Laurent Brochard, que je vous montrais tout à l'heure, donc de Lou Chen, publié dans la JRCCM. Il y a aussi la vidéo qui vous remontre ça. Et puis, donc, nous, dans le service, c'est quelque chose qu'on fait en routine pour tous les patients. Et vous avez vu qu'avant, après DV, ce ratio peut nettement se modifier et permet de voir que le lendemain, pour un même niveau de PEP, on a plus d'aération pulmonaire, probablement une compliance qui est meilleure du poumon. Voilà ce que je peux dire pour cette étape. Magnifique. Bon, je pense qu'on a répondu à vraiment toutes les questions, pression, volume, PEP, etc. Il me reste, en fin de compte, deux questions et une permettra de conclure. Là, c'était pour la partie ECMO. Est-ce que vous avez remarqué des problèmes de coagulation? Oui, il y a peut-être un petit problème de micro. Est-ce que vous pouvez mettre sur mute, s'il vous plaît, pour que je puisse finir ma question? Est-ce que vous avez remarqué des problèmes de coagulation chez les patients mis sous ECMO et comment peut-on expliquer ces incidents? Alors, c'est très précis. Donc, oui, on a… Alors, ce qui avait été décrit, les premières discussions qu'on avait eues, c'était le retour de l'équipe de Marseille chez Laurent Papazian et Christophe Guillermidi qui disaient quand même qu'ils avaient planté quand ils mettent les canules, ils avaient eu des coagulations dans la canule. Donc, on fait toujours beaucoup d'héparine à l'implantation de l'ECMO. C'est sûr que c'est des profils hyper coagulants au départ. Donc, on le voit bien, ils ont des fibrinogènes très élevés et parfois des dédimères. Enfin, ils ont une coagulation très, très stimulée. Donc, nous, on les a beaucoup héparinés. On n'a pas eu de problème d'hypercoagulabilité. On n'a pas eu dans un premier temps. Ensuite, on a vu quand même apparaître un peu de fibrine sur l'oxygénateur. Donc, ce sont des oxygénateurs cotés en héparine. Ils étaient sous héparine intraveineuse non fractionnée.
Et puis, quand il y a eu un peu trop de fibrine, très souvent, ils se mettent à saigner au niveau de la sphère ORL. Et ça, en fait, dans ce cas-là, ce qu'on a fait il y a 2 jours, on change l'oxygénateur et on voit que ça a des effets. Alors, ça n'a jamais été vraiment publié, mais on le sait tous. Moi, j'avais déjà relevé une fois un papier là-dessus, mais je ne sais pas s'il a été publié par une équipe scandinave qui avait montré chez 250 changements d'ECMO les diminutions de saignement. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. C'est une pratique clinique qu'on a souvent. Donc voilà, l'hypercoagulité, ça allait. Quand il y a de la fibrine, on est obligé peut-être de changer un peu plus vite, mais ça nous arrive aussi avec des SDRA sur des pneumocoques où la coagulation est assez activée et on est obligé de changer parfois dans les 72 premières heures, voire même le lendemain, l'oxygénateur de l'ECMO. Après, il y avait une question qui m'avait été posée, c'est est-ce que dans l'oxygénateur, quand le sang passe, il y a du gaz qui sort, il y a un débit de gaz frais, donc il y a un gaz qui traverse le sang. Il y a une virémie liée au Covid à la phase initiale. Et donc, la question avait été posée, est-ce qu'il faut mettre un filtre sur la sortie de l'event, sur l'oxygénateur? La réponse est non. Déjà, parce que très vite, il est plein d'eau et quand il est plein d'eau, il ne filtre plus très bien les microbes. Donc, il faudrait le changer tout le temps, il faudra en consommer plein. Et là aussi, on a des restrictions sur les quantités de filtres. Et donc, nous avons à nouveau des problèmes de son, docteur. Bien. Bon, docteur Rosé, vous nous avez quittés une fois de plus. À savoir quand même que dans l'ECMO, je ne sais pas si vous avez des équipes de perfusionnistes qui peuvent vous soutenir, mais le choix des oxygénateurs est très important. Vous avez des oxygénateurs à choisir, hein, de courte ou de longue durée. Donc voilà, docteur Rosé, vous êtes revenu? Je crois que je suis revenu. D'accord. Donc, une question, peut-être l'avant-dernière, puisque là, on parlait de la partie sanguine, l'intérêt de la transfusion pour optimiser le transport en oxygène. Alors, on peut le faire à l'envers, c'est-à-dire qu'à 90 de SAT, il ne faut pas être anémique. Voilà. Oui. Pour faire simple, à 7 grammes d'hémoglobine, 90% de saturation, on est comme à 8000 mètres, le dernier palier avant l'Everest, on a quand même du mal à fonctionner. Donc, il n'y a pas d'indication à passer plus d'oxygène, à transfuser les patients à outrance, mais il ne faut pas les laisser anémiques s'ils sont hypoxiques. Donc, je dirais plutôt que je vais transfuser les patients à 7 grammes si j'ai 90 de saturation, mais s'ils ont 13 grammes d'hémoglobine, je ne vais pas les mettre à 20 comme un alpiniste qui va faire l'Everest. Non. Alors, docteur, il est 18h45, on a fait une belle webinar et là, cette question-là, peut-être qu'elle va vous permettre de conclure. C'est une question d'Anaïs. Est-ce que les lésions pulmonaires liées au Covid sont-elles réversibles en post-Covid ou persisteront-elles telles des séquelles? Eh bien, c'est la vraie question. Voilà. Non, on voit quand même des gens qui sortent des réanimations et on en voit commence à les voir à la télé qui racontent leur histoire difficile en réanimation en disant qu'ils sont quand même très essoufflés. Voilà, moi, je trouve que ça donne quand même des lésions très sévères. Ça met vraiment longtemps à se réparer. Mais le poumon est un organe très surprenant en termes de réparation. Nous, on gère les épidémies de grippe depuis 2009 qui nécessitent des ECMO, donc qui sont les formes les plus graves, on va dire. Et parfois, c'est long. On en a pour, en médiane, plus de 15 jours d'ECMO. Et ensuite, il faut se remettre debout. L'ECMO, c'est une partie de la guérison. Donc, je pense qu'il y aura probablement des séquelles. Il y a des gens qui évoluent vers de la fibrose. Ça a été décrit. Nous, sur tous les patients qu'on a, on a plus de 20 qui sont passés chez nous, là. Ils étaient tous graves. Et pour l'instant, on ne voit pas de fibrose. Et on fait beaucoup de scanners. Mais beaucoup sont encore à faire du DV, donc on ne sait pas. On aura la réponse de cette première vague un peu plus tard. Là, il faut un peu de recul pour voir, mais le poumon, il sait très souvent se réparer. Il est très surprenant. Les zones qui peuvent avoir été dystrophiques, abîmées par le ventilateur, qui sont d'ailleurs souvent des zones aux apex, peuvent finir par involuer. C'est-à-dire qu'une fois que le reste du poumon a récupéré, s'est réaéré, au lieu d'être consolidé et tiré sur ces zones, il se réaère et du coup, va plutôt les comprimer. Elles vont.
les images vont souvent disparaître au scanner. En tout cas, c'est possible. Donc, il faut être optimiste, surtout chez les gens jeunes qui ont des capacités de réparation. Voilà. En 2009, quand on a commencé les ECMO, on pensait que tout le monde serait insuffisant respiratoire. Quand on les a revus 2 ans après, c'est une étude qu'on avait faite avec Alain Combe, ils étaient quand même très, très surprenants, très motivés. Ils avaient bien récupéré leur fonction respiratoire par rapport à d'autres groupes contrôle. Et par contre, donc ça, faites-y bien attention. On est focalisé sur la lésion pulmonaire, le décubitus ventral, le SDRA. Et puis, si le poumon récupère et que les gens s'en sortent et reprennent du souffle, quand vous allez les voir 2 ans après, ce qu'on fait très peu, nous, en réanimation au bloc, ce que font plus les chirurgiens, ils revoient leurs malades. Moi, j'ai fait ça 2 ans après les ECMO en 2009. Et en fait, ils se plaignaient de leurs escarres, de leur rétraction du tendon d'Achille, de leurs douleurs chroniques. Et donc, tous ces petits détails, ce sera ça qui fera la différence si on a été bon et qu'ils s'en sortent. Donc, pensez-y que quand on met à plat ventre, il ne faut pas que les pieds soient en équin, il faut faire attention aux escarres, il faut se protéger les yeux, il ne faut pas un ulcère de cornée, parce que ça paraît dérisoire par rapport au pronostic vital engagé à la phase initiale. Mais si on est bon et qu'on y arrive, ça ne sera plus le problème dans 2 ans. Le problème, ça sera l'ulcère de cornée, l'escarre du talon, la talonnette qui fait qu'on boite. Donc ça, c'est très important. Bien. Alors, je n'ai plus de questions sur le chat. Voilà, je pense que nous avons atteint les objectifs grâce à vous. Vraiment une belle session de formation. Voilà, j'espère que les participants qui sont restés avec nous jusqu'au bout sont satisfaits. N'hésitez pas à donner votre avis sur le chat. Je sais qu'il y a 1 ou 2 questions qui n'ont pas été répondues. Alors, on va tout faire pour les transmettre au docteur Rosé qui reviendra vers les personnes concernées. Et puis, écoutez, on vous souhaite un bon week-end, surtout à vous, les soignants. Vraiment beaucoup de courage parce que je sais que c'est les gardes, le week-end pour certains, mais pour vous, on sait que non. Alors, merci pour tout ça. Julien, vous voulez dire un mot Non, juste pour conclure, le replay sera disponible demain ou après-demain et on enverra à tous les participants le lien vers le replay. Voilà. Écoutez, merci, bravo. Je vois qu'à l'écran, Monsieur Michael est en train d'applaudir. Merci, merci à vous. Merci, docteur Rosé, vraiment, cette science. Et puis, de manière vulgarisée, il nous permet, à moi qui ne suis pas du tout anesthésiste réanimateur, de saisir beaucoup de choses. Merci beaucoup. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui… Donc, on a fait une petite appli qui s'appelle iVentilate avec un développeur. Donc, il y en a qui peuvent regarder. Ça reprend. Donc, c'est sur Apple et sur Android. Mais dedans, on n'a pas le droit de parler du Covid. On n'explique que la ventilation mécanique. C'est une demande d'Apple et on peut le comprendre. Donc, ça, c'est sur le site et c'est accessible online. Tout ce qui est sur le Covid, sur le site de Simva. Donc, c'est sim-va. Et puis après, pour l'application, ça, c'est un bouquin numérique qui peut, si certains d'entre vous sont intéressés, ils peuvent regarder. Ça s'appelle iVentilate. Voilà, je vous remercie.